l'Aisne est en effet un territoire qui dispose d'un vraiment fort potentiel dans le domaine fluvestre. Alors c'est pourquoi le conseil départemental de l'Aisne, représenté ici par Géodomia et pour ma personne, le CIE de l'Aisne, ici représenté par Virginie qui vous filmera, un peu les échanges de cette matinée, mais également le CPIE et l'ADRE, qui sont d'autres partenaires associés au Mardinal, ont décidé d'un commun accord il y a quelques mois d'intégrer dans cette programmation de Mardinal le tourisme fluvestre. Voilà. En quelques mots, l'Aisne dispose du deuxième réseau navigable de France après le Nord. Je ne sais pas si vous le saviez, mais en tout cas, ce réseau est constitué de 315 km de voies navigables qui sont réparties en 6 axes. Alors on a les canaux de Saint-Quentin, qu'on connaît plutôt bien, de la Sambre à l'Oise, de l'Oise à l'Aisne, latérale à l'Aisne, ainsi que l'Aisne et la Marne. Le département compte quand même 118 écluses, 3 tunnels fluviaux et 153 maisons éclusières. C'est les derniers chiffres que j'avais, ils ont peut-être évolué entre-temps, mais en tout cas c'est les derniers chiffres qu'on avait. Et forcément, 2 fleuves y trouvent leur source, l'Escaut et la Somme. Donc comme vous le comprenez, il y a fort à faire dans ce domaine. Voilà, il y a encore beaucoup de travail. Alors afin de vous présenter rapidement le programme de cette matinée, tout d'abord je tiens à remercier très chaleureusement M. Gérard et l'association de l'Actan qui ont accepté chaleureusement de nous accueillir dans ces murs, dans ces locaux. Vous comprendrez pourquoi est-ce qu'on a voulu le faire à Chauny aussi, il y a tout un sens, vous avez vu des bateaux, ça vous donne des indices. Il y aura une petite visite d'ailleurs qui sera prévue tout à l'heure, en fin de matinée. Et donc merci, vraiment merci beaucoup pour cet accueil vraiment très très sympa. Voilà, et du côté des présentations, nous aurons dans un premier temps M. Delcroix, qui nous présentera l'association sur les canaux du Nord dans le sillage de Robert Louis Stevenson. Ensuite, M. Bombard, qui est peut-être arrivé déjà, il est là, M. Bombard, ok, pardon, de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin, qui nous présentera un peu le projet de port de plaisance pour la ville de Saint-Quentin, pas pour l'agglomération de Saint-Quentin. M. Baudou, de N Tourisme, il est Mathieu, il est là, au fond, voilà, qui nous parlera quant à lui du tourisme à vélo, au bord de canal. Et enfin, l'Actan, qui, cerise sur le gâteau, qui nous présentera cette association, qui développe cette halte fluviale, et qui nous proposera une visite commentée de cette halte fluviale. Est-ce que le programme vous va? Ça vous va? Ça va être un peu dense, on va essayer de se limiter à une demi-heure par présentation, parce qu'il y aura sans doute des questions à la suite. Et ensuite, on partira prendre un peu l'air voilà, pour clôturer cette matinée. Voilà. Merci et à tout à l'heure. Alors bonjour à toutes et tous, merci beaucoup de cette invitation aujourd'hui pour pouvoir participer au Mardinal. J'entendais il y a quelques minutes qu'il y avait des GPS qui faisaient tourner. Finalement, nous on a la mission de vous présenter aujourd'hui un précurseur qui n'avait pas besoin de GPS, puisque j'ai la chance de venir vous présenter aujourd'hui sur ce thème du tourisme fluvestre, et du touriste qu'a représenté Robert Louis Stevenson, donc l'association qui s'intitule Sur les canaux du Nord, dans le sillage de Robert Louis Stevenson, puisque pour ceux qui le savent ou ceux qui le découvrent aujourd'hui, il a en 1876, dans son premier roman, eu le plaisir de découvrir nos territoires. Alors il est très connu bien entendu pour d'autres romans que je ne citerai pas aujourd'hui mais que vous connaissez par cœur. On va en prendre qu'un par exemple, l'étrange cas de Dr Jekyll et Mr Hyde par exemple. Mais il faut savoir que son premier roman a été réalisé chez nous, puisque son dilemme, j'ai envie de dire, et son aventure était de partir d'Anvers, en Belgique, pour rejoindre Pontoise à travers les canaux du Nord. Donc c'est tout le but de l'association que nous avons la chance de présenter. Nous sommes venus aujourd'hui à Troyes avec M. Fellbach, que vous connaissez beaucoup mieux que moi, je suppose, puisqu'il est un peu plus près. Vous vous doutez que sur un territoire partant d'Anvers jusque Pontoise, ça fait quelques kilomètres. J'ai d'ailleurs eu la chance d'en refaire 150 ce matin pour venir vous rejoindre. Et je me disais que finalement, nos autoroutes sont loin d'être relativement belles par rapport à ce qu'il a pu, lui, à travers le livre qu'il a écrit, et nous faire découvrir des paysages qu'il a transmis. Alors, à travers son livre, il faut savoir qu'il a vraiment voulu faire découvrir ce qu'il voyait. Tout simplement un autochtone qui découvrait les territoires et qui était frappé par certaines images
par certaines choses pour lesquelles il souhaitait trouver un sens, un intérêt particulier. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'à travers, et je pense que dans cette salle, il y en a beaucoup plus que moi qui pourraient le dire, à travers les touristes que l'on peut accueillir dans nos communes, dans nos villages, on a des gens qui cherchent justement un intérêt à leur parcours, à leur itinéraire, et qui veulent donner un sens. Finalement, c'est ce qu'il a fait en 1876. C'est de se demander pourquoi je suis là, sans avoir aucune ligne de conduite, c'est-à-dire qu'il n'était pas question d'écrire son voyage au préalable. Et donc l'association a souhaité réunir l'ensemble des acteurs qui justement avaient envie de promouvoir cette œuvre, et à travers lui, bien sûr, l'auteur de Robert Louis Stevenson. Notre association a pour but de vraiment regrouper l'ensemble des acteurs, partant d'Anvers jusque Pontoise, qu'ils soient privés, qu'ils soient d'intérêt public, qu'ils soient collectivités, pour justement développer cet axe. En parallèle de cela, on est également associé, c'est à nous dire, vous allez dire, ça fait beaucoup d'associations, mais je pense que c'est vraiment dans l'intérêt du développement de l'ensemble des territoires, c'est-à-dire que chacun a son rôle, et on est donc membre du réseau européen qui s'appelle donc lui aussi Robert Louis Stevenson, The Food Step, parce que forcément, vous savez que la langue anglaise est assez présente, donc qui veut dire dans les pas de Robert Louis Stevenson, alors, et donc pas forcément dans le sillage, puisque il n'y a finalement que chez nous qu'il a été en canoë, puisqu'il est très connu dans les Cévennes. Aujourd'hui, vous avez un GR dans les Cévennes qui existe sur 3 départements, où là, il l'a fait en âne, voyage en âne dans les Cévennes. Et on est regroupé pour une belle mission qui nous anime, et qui va nous animer dans les jours, les semaines et les mois à venir, qui est un itinéraire culturel européen. Je pense que certains dans cette salle connaissent ce qu'est un itinéraire culturel européen. C'est une mention que l'on peut obtenir pour justement développer le tourisme sur les territoires. Alors cette mention d'itinéraire culturel européen, je vais vous en citer une que vous connaissez aussi par cœur. Si je vous parle de Saint-Jacques de Compostelle, forcément ça vous parle. Alors il faut savoir que, je vais me faire pousser et éblouir en même temps. Ce sera pour vous, pardon, c'est gentil. Je vais essayer de faire les autres. Donc vous avez la partie canot du Nord. Vous pouvez entrer, madame. Vous avez la partie canot du Nord, vous le voyez donc, ça représente un grand territoire, forcément. Et comme j'étais en train de vous le dire, on a cette particularité, nous, et quand je dis nous, c'est parce que vous êtes sur le territoire, de traverser une frontière. Donc d'où la mention d'itinéraire culturel européen, puisque oui, le parcours est sur la Belgique et sur la France. Donc cette mention d'itinéraire culturel européen, nous l'avons obtenue. Donc il faut savoir que le parcours Robert Louis Stevenson, en l'occurrence celui-ci, est une partie de l'itinéraire culturel européen, puisqu'à peu près vous en avez encore une autre qui se situe aussi on va dire, près de la région parisienne, et ensuite vous avez les Cévennes, puisqu'il a beaucoup voyagé durant sa vie. Et aujourd'hui, on est en train de réécrire cette mention d'itinéraire culturel européen. Durant la mission de notre association, justement, c'est de faire vivre ce projet. Alors, le faire vivre, nous, on a juste vocation à fédérer les acteurs. On n'est pas là pour inventer des projets. On se rend compte des acteurs sur les territoires, et il y en a à foison. Ce qu'il manquait, finalement, c'est de pouvoir les faire relier entre eux, pouvoir travailler ensemble, pouvoir développer cet axe. Alors, forcément, en canoë, il a beaucoup suivi les canaux qui ont été cités d'ailleurs précédemment en introduction, hormis une partie qui est ici, où il a réalisé, c'est d'ailleurs pour ça que vous voyez une différence entre le tréplin et les pointillés, il l'a réalisé en train. Puisqu'il faut savoir que déjà à l'époque, même si on est près de l'eau, c'était très compliqué que VNF autorise à être éclusé. Donc il faut savoir que toutes ces écluses qui existent, qui font le charme des paysages, il a dû les passer sans être éclusé. Donc c'est-à-dire sortir le canoë de l'eau à chaque fois. Allez-y, pardon. Et en même temps, devoir remettre son canoë à chaque fois à l'eau. Vous vous doutez que quand on arrive sur certains secteurs, alors je ne vais pas dire pour blâmer personne, mais par exemple dans l'Aisne, on a cette foison d'écluses qui se profile, et quand on est, après avoir fait tous ces périples en canoë, c'est parfois compliqué. Il le raconte d'ailleurs très bien dans son livre.
Et ça, c'est un travail de longue haleine, puisqu'on travaille en parallèle, du coup, forcément, avec VNF, pour comment promouvoir, à travers ces lieux d'histoire, à travers ces endroits, l'action qui a été celle de Robert Louis Stevenson, c'est de comprendre le lieu où il était, s'en inspirer, pouvoir en faire un livre. Si vous avez la chance de pouvoir le lire, vous verrez qu'il décrit, il s'interroge, il se permet de s'interroger. Alors, j'en suis pas le meilleur ambassadeur, je vous rassure, hein, puisque j'ai la chance d'être élu d'une commune où il est passé, où il s'est arrêté, où il a mangé, dormi. Il a décrit ma commune comme la pire de France, je crois. Hein. Mais c'est pas grave, puisqu'il y était vu comme un colporteur agressif, vu par les enfants arrivant avec un couteau. Vous vous doutez que forcément c'est pas le meilleur accueil. Et il y arrive très sale, il y arrive très tard, dans le noir. En 1876, nous n'avions pas la chance d'avoir l'éclairage public que l'on a aujourd'hui. Et donc personne ne veut l'accueillir, personne ne veut lui donner à manger, personne ne veut le faire dormir. Mais bon, néanmoins, il y reste quand même pendant quelques jours, 2 jours. Et ensuite, il décrit les paysages qu'il rencontre avec ses contradictions, passant de la nature à l'industrie, de l'industrie à la nature une nouvelle fois. Et pourquoi? Pourquoi l'homme a besoin des deux finalement? C'est un débat qu'on a aujourd'hui dans plein d'autres sujets, et on se rend compte que 1876, finalement, les questions étaient déjà celles-là. Donc on a à cœur de pouvoir remettre en place cet itinéraire culturel et de le développer, surtout tous ensemble. C'est d'ailleurs tout le but, que je vous dis, comme je vous le disais, de l'association européenne dans laquelle on a la chance d'être aujourd'hui, et pour laquelle on est en train de réécrire la mention d'itinéraire culturel européen. Il faut savoir que c'est un label qui est attribué par la Commission européenne de la culture, qui est révisé et qui peut être retiré. Le but de notre association, justement, il est de pouvoir animer cet itinéraire culturel européen pour, bien sûr, ne pas perdre cette mention. Donc là, on est en pleine réécriture de la mention, il faut le savoir. Voilà, dans les semaines à venir, on aura à aller voir nos experts à Bruxelles, de voir nos experts un peu partout pour pouvoir réalimenter cette mention et la réobtenir, on l'espère fortement, pour les années à venir. Donc à partir de là, nous avons souhaité, avec bon nombre d'acteurs, puisque pour ne citer de l'Europe jusqu'aux communes, dans les communes, on a mobilisé l'ensemble, les départements, les régions, les offices de tourisme, les professionnels du tourisme qui souhaitaient, et on s'est dit, on se doit de mettre en place une action qui va viser à promouvoir cet itinéraire de façon la plus universelle possible. On ne va pas refaire un livre, il a commencé par le faire, donc on ne va pas en réécrire un. Et on s'est orienté vers un projet vraiment tout public. Il s'agit tout simplement d'un jeu. Un jeu qui est quelque chose d'universel, adulte comme enfant, on peut pratiquer. Et on s'est donc associé, c'est-à-dire association. Et regardez, on est synchro avec le vice-président, parce qu'il ramène le jeu au moment où je parle du jeu. On a mis en place donc un jeu de plateau qui avise donc vraiment du tout public et qui vous fait redécouvrir l'ensemble du parcours. Et vraiment dans l'authenticité de ce qu'a vécu Robert Louis Stevenson. C'est-à-dire que, pour ceux qui liront le livre, vous verrez que les éléments principaux qu'il a eu à nous faire découvrir, la nourriture, bon, peut-on vivre sans être nourri? C'est pas possible. Mais son périple a été guidé et contrarié, j'ai envie de dire, par un élément et un phénomène qu'on subit tous, la météo. Quand vous êtes en canoë, vous avez un orage et 15 troncs d'arbres devant vous, ça devient compliqué de faire du canoë quand même. Donc les éléments principaux que vous retrouverez dans le jeu, en fait, c'est vraiment ces éléments-là. C'est-à-dire que sans nourriture, ben, vous n'arriverez pas forcément à avancer. Vous allez vouloir faire avancer ou reculer votre voisin pour vous avancer, et finalement il y aura un coup d'orage parce que votre voisin, ben, il n'est pas bête, hein. Si vous mettez un coup d'orage, vous ne pouvez pas avancer, il y a un tronc d'arbre. Donc c'est vraiment les éléments du livre qui ont été retranscrits le plus authentiquement possible dans ce jeu. Donc ce jeu a été fait en 1000 exemplaires, de façon, encore une fois, transfrontalière, comme je viens de vous le dire. Donc on a travaillé avec nos amis belges, de la Fédération du tourisme de la province du Hainaut. Et donc c'est vraiment un projet collaboratif avec nos partenaires belges, le département de l'Aisne, le département de l'Oise, le département du Nord, bien sûr. On a travaillé tous ensemble. Et on a réussi à en faire 1000 exemplaires. 1000 exemplaires qui visent justement à être, non pas chez nous, je vous rassure, mais être au plus près du terrain, dans les gîtes,
dans les hébergements, dans les musées, dans les... pourquoi pas ici d'ailleurs, puisque nous sommes à l'Actade aujourd'hui, pourquoi pas ici, pour justement promouvoir cet itinéraire, le faire vivre finalement à travers ce jeu, de façon intergénérationnelle, puisque parents, enfants, grands-parents peuvent s'y donner à cœur joie sans souci, c'est quelque chose de familial. Donc ça, c'est le projet qu'on a mené, malheureusement, qui a été saboté, puisque nous avons, en mars 2020, normalement, la présentation de ce jeu, mars 2020. Je ne refais pas l'histoire, vous savez ce qui s'est passé en mars 2020. Pour tout vous dire, le confinement, eh ben, nous, notre jeu, c'était la présentation la veille. Voilà, donc la veille où nos collègues d'ailleurs de l'Oise ont été interdits, ils étaient blacklistés de sortir du département de l'Oise et donc n'ont pu nous rejoindre. Voilà très rapidement parce que je pense que c'est vrai, le programme est très dense, mais si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, on est à votre entière disposition, on est à 3, si je ne sais pas, il y a mes voisins, ils savent tout. Donc voilà, merci beaucoup encore de votre invitation aujourd'hui, merci et puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà, merci. Comment pouvons-nous nous procurer? Il faut savoir que finalement on est content et victime de notre succès puisque on en a fait 1000 exemplaires comme je vous le disais. On est suivi et accompagné par l'Europe puisque c'est un projet européen, donc on a interdiction de vendre le produit aujourd'hui. Néanmoins, on a réussi à obtenir l'autorisation pour rééditer ce jeu. La question est pleine, entière et ouverte. La difficulté pour nous, c'est qu'aujourd'hui on n'arrive pas à quantifier le besoin. Parce que, bon, vous doutez qu'un jeu, on ne peut pas le faire en 100 exemplaires ou en 200. Déjà 500 c'est minimum, voire 1000. Donc là, on est en train de se poser la question. Donc il y aura sans doute une seconde phase de réédition de jeu. Je ne sais pas encore donner la temporalité. Donc il y aura un système de pré-réservation qui sera fait sur le site de l'association. Vous l'avez sur la brochure. Vous pouvez envoyer également un mail. Vous avez une adresse mail sur la brochure qui vous a été distribuée pour éventuellement démontrer de votre intérêt à ce jeu. Sur le prix de vente, parce que c'est la question qui va découler derrière, je le sais. Sur le prix de vente, je n'ai pas encore la possibilité de vous le dire. On est sur ce type de jeu familial aux alentours de 35-40 euros. Voilà, on est à peu près à ce prix-là. J'ai pas encore affiné, on n'a pas encore affiné, pardon, assez le projet pour la deuxième série de ce jeu pour pouvoir le dire. Néanmoins, il y a une forte demande, également dans l'Oise, il y a une forte demande de la part de l'ensemble des professionnels touristiques, qu'ils soient gîtes, qu'ils soient restaurateurs, qu'ils soient hébergeurs en tout genre ou musées, pour pouvoir aussi le commercialiser. Donc là, on est en train de recenser l'ensemble des demandes et en fonction de ça, dans une temporalité que je ne maîtrise pas, puisque vous savez mieux que moi, aujourd'hui on a des impératifs qui nous tombent dessus avec des délais qui sont parfois du simple au triple aujourd'hui, pour rééditer. En tout cas, la volonté de l'association est de pouvoir aller vers ce type de projet. J'ai envie de dire, là on recense les besoins et en fonction du recensement des besoins, on ira et on reviendra vers les personnes qui ont montré de l'intérêt sur le projet. Voilà. Merci. Bien, alors moi je vais vous parler d'un projet non moins passionnant que l'itinéraire, mais qui est en cours de réflexion depuis un moment au sein de l'AGLO et pour lequel voilà, on a décidé d'avancer un peu sur la partie un peu programmatique de ce projet. Alors vous pouvez passer. Alors voilà un petit peu la situation, la localisation du port dans Saint-Quentin. Le projet il a commencé en 2019 par une première étude de faisabilité pour laquelle il y a eu un certain nombre de conclusions qui nous ont poussé à continuer nos réflexions et à poursuivre ce travail autour des études et de définition d'un vrai projet parce que ce qui est ressorti de cette première étude, c'est vraiment le potentiel du port de Saint-Quentin. Et donc, on a engagé toute une série d'études depuis la fin d'année 2021 et qui s'achèveront a priori courant 2023. Alors, voilà, rappeler un petit peu les grands objectifs de ce projet. Alors, le premier, c'est voilà, de désenclaver et de réaménager le port pour le rendre attractif et valoriser sa situation d'entrée de ville. Il faut savoir que c'est un projet le site tourne le dos finalement au centre-ville de Saint-Quentin et au quartier Saint-Martin pour ceux qui connaissent Saint-Quentin. Et c'est vraiment dommage parce que c'est un beau projet urbain qui mériterait d'être valorisé.
et qui est valorisé et modernisé aussi, on peut dire. Donc le premier objectif, c'est vraiment de redynamiser. Le deuxième, c'est de redonner une activité portuaire et des services aux plaisanciers. Aujourd'hui, il y a un vrai manque de services et très peu d'activités. Donc le but aussi, ce sera de redynamiser tout ça. Le troisième grand objectif, c'est tout simplement de le reconnecter au Faubourg Saint-Martin, comme je vous le disais, puisqu'il tourne le dos à ce quartier. Et le but, c'est qu'il se réapproprie le site. Alors, l'ambition un peu générale, c'est vraiment d'en faire un lieu de loisirs, un lieu agréable, où il fait bon vivre, où on peut se promener, où les enfants et les familles pourront se retrouver. C'est vraiment cet objectif-là qu'on s'est fixé. Et enfin, c'est d'intégrer le port et ce nouveau quartier dans le réseau d'attrape verte urbaine. Alors, il faut savoir que, d'une part, on est juste à côté du canal, évidemment, et on est à côté des Marais d'Île, à côté de la réserve naturelle nationale des Marais d'Île, à côté du parc d'Île qui a fait l'objet d'un des grands projets de l'agglo ces dernières années et qui accueille aujourd'hui un beau parc animalier. Et donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir une belle liaison entre ce parc et notre port de plaisance pour redynamiser aussi le centre-ville de Saint-Quentin. Voilà, alors la vision globale du projet, c'est découpé un peu en 4 grandes ambitions. La première, c'est vraiment de redonner une activité de plaisance avec une capitainerie qui fonctionne, avec des services aux plaisanciers, donc vraiment sur le volet attractivité fluviale. Ensuite, on a tout un ensemble d'animations, puisqu'en fait le port de Saint-Quentin, comme vous avez vu, c'est une darse qui, du coup, pour laquelle la base et la capitainerie, et au bout de cette darse, on aimerait développer des activités nautiques et de loisirs, justement, pour répondre à cet objectif de réappropriation du lieu par les Saint-Quentinois. Et donc voilà, on aimerait développer un certain nombre d'activités. Le but aussi, ce serait de développer alors écoquartier ou dans la fibre un petit peu de ce qui se développe ailleurs dans les Hauts-de-France autour de la notion d'écoport, c'est-à-dire la prise en compte avant tout du développement durable. C'est absolument essentiel quand on parle de projet d'aménagement et encore plus quand on parle d'aménager un port. Et enfin, c'est évidemment le lien avec cette trame verte et bleue, de relier, comme je vous disais, le parc d'Île, ce beau projet, à notre port de plaisance. Et puis, alors, pour vous donner un petit peu quelques dates sur le projet, donc, on a fait une étude de faisabilité relative à l'aménagement et à la gestion du port. Elle s'est déroulée en fait en parallèle de l'étude sur la valorisation touristique fluviale du canal de Saint-Quentin. C'est une étude qui a été menée en 2019 avec l'ensemble des EPCI qui sont traversés par le canal de Saint-Quentin. Donc le rendu nous a été fait en 2019, et donc il y avait 2 lots. La première, c'était cette étude, et la deuxième spécifique au port de Saint-Quentin, et pour lequel un certain nombre de conclusions nous ont fait ressortir tout simplement le mauvais état du port, le manque d'équipement, le manque de services, le manque d'insertion urbaine, le manque de qualité paysagère, enfin bon, bref, je vous en passe, et donc pour lequel du coup on a décidé vraiment de s'investir pour essayer de redonner un petit peu vie à tout ça. Donc 2020, crise Covid, on a un petit peu pris le temps de mûrir la réflexion et on a été un peu contraint par tout ça. Donc en 2021, on a recruté un assistant à maîtrise d'ouvrage, un AMO, qui est la CEDA, dont j'ai oublié d'ailleurs le logo, qui va nous accompagner pendant toute cette phase d'études un petit peu complémentaire pour définir le programme. L'objectif, c'est d'arriver au plan directeur du projet et d'avoir un mode de gestion qui soit à peu près stabilisé. Et donc on a commencé les études, donc j'ai mis 2022, ça a commencé fin 2021, ça prendra sur toute l'année 2022 et certaines dureront jusqu'au début 2023. Et donc voilà, il y a toutes ces études préopérationnelles. Alors c'est toutes les études liées à la circulation, la faune et la flore, l'acoustique, la pollution, enfin voilà. On a recruté une équipe de maîtrise d'hommes. Le travail va commencer au mois de mai, qui va faire pareil, à peu près, qui va durer 1 an, donc jusqu'au mai 2023, qui va vraiment nous aider à stabiliser un petit peu le programme, à savoir ce qu'il est possible de faire en fonction du résultat des études, simplement, qu'est-ce qui est faisable de faire techniquement et financièrement.
Et donc l'objectif c'est ça, premier semestre 2023, on arrive au plan directeur du projet, et puis l'idée c'est de se donner les moyens de pouvoir investir de manière à peu près saine pour pourquoi pas le prochain mandat. Et voilà, donc l'objectif, aboutir à une connaissance affinée du projet d'ici fin 2023, on va prévoir les travaux dans une prochaine programmation pluriannuelle. Voilà ce que je pouvais vous dire sur notre projet. Merci beaucoup. Il y a des petites questions pour Monsieur Gombard, oui. Allez-y. Qui a fait l'étude de faisabilité? C'est passé par qui, l'étude de faisabilité? L'étude de faisabilité, c'était un groupement, il y avait Relais Conseil, BRL Ingénierie et Urbatech. D'accord. Il y a un partenariat aussi avec BNF. Alors VNF, du coup, effectivement, ils sont associés à la démarche. Forcément des liens. Et effectivement, de toute façon, le port aujourd'hui leur appartient. Donc il va falloir qu'on l'acquiert. Donc pour ça, il y a des négociations. Et vraiment, ils sont associés depuis le début du projet avec nous. Ils avaient d'ailleurs financé une partie de la première étude en 2019. Je voulais savoir si vous avez une idée du coût de l'investissement. Bah pour le moment, donc, comme je vous dis, en fait, la première étude, elle a donné des grands ratios, mais qui sont plus du tout d'actualité aujourd'hui. Au vu du résultat des premières études, on se rend compte qu'il va y avoir un certain nombre de contraintes. Donc, il faut vraiment qu'on attende. On ne peut pas annoncer pour le moment de chiffres précis sur notre investissement. Vous avez une idée du nombre de passages dans le port? Vous avez combien de bateaux par an? Il a été estimé dans la première étude. Alors là, je pourrais pas, j'ai pas les chiffres en tête, je suis désolé. Je les ai pas en tête, je sais pas si... Non. Il fonctionne, oui, il fonctionne. Il y a toujours un représentant de VFF qui est présent à Saint-Quentin dans le secteur. Et on peut savoir ces chiffres-là? Comment on peut savoir? La fréquentation, on peut avoir ces chiffres de fréquentation. C'est VNF qui les fournit. Oui. Nous, à Bois-Commun, on sait qu'avec les deux canaux, il y a 650 bateaux de plaisance qui passent par an. D'accord, oui, j'ai un chiffre donné par je ne pourrais pas vous dire, je n'ai pas envie de dire d'annerie, je serais incapable de vous dire exactement. Donc on peut demander à VNF L'affluence. Oui, de toute façon, c'est eux qui les accueillent, c'est eux qui... On est sur des fourchettes de 300 à 600 bateaux par an. Alors, lorsque on parle de 600, je pense que ça inclut des bateaux de marchandises peut-être. Non, pas du tout. Ah, autant pour c'est moi. le fait qu'il y a deux canaux en Bois-Commun. Il y a les deux, donc c'est Il y a le canal de Jonchon et la Loise qui démarre là-bas, donc il y a des canaux. En plaisance, on est dans une moyenne de 350 par an, par écluse dans l'Aisne. Et des chiffres plutôt en hausse, plutôt en baisse? Alors ce sont des chiffres en baisse depuis 20 ans, en baisse de 20 à 50%. Au niveau plaisance, Au niveau plaisance. Marchandises, je sais pas. En matière. Depuis 20 ans, c'est en baisse. Oui, depuis 20 ans. Alors on parle de canaux qui sont très particuliers aussi. On parle de canaux, on parle de points d'écluse sur le canal de la Sambre à l'ouest par exemple. Sur le canal de Saint-Quentin également, alors qu'il y a d'autres voies possibles. C'est pour ça aussi qu'il y a des baisses particulièrement dans l'Aisne, mais je n'en dirai pas autant du canal du Midi. D'accord, merci. Quels sont les projets pour les algues sur le port de Saint-Quentin? Il n'y a pas de Saint-Quentin, parce que pour réunir un port fluvial de Chauny à celui de Saint-Quentin, qui va être un beau projet, il faut quand même que les bateaux puissent naviguer. Et quand vous avez ce qui se passe dans le canal, et j'en bouge pas, hein, depuis quelques années, ça prolifère. On dit que si on les fauche, eh ben, ça repart. On dit que si on les arrache, ça repart. Il n'y a pas de solution, en fin de compte. La seule solution, c'est une navigation intense. C'est ce qui se passait avant avec les péniches, parce que ça remue tout, ça brasse tout, et il n'y avait plus d'algues. On est confronté aussi à une chose, c'est qu'il y a des pêcheurs qui payent leur carte de pêche, et qui ne peuvent plus pêcher à l'endroit où vous allez. Et ça, c'est important quand même, parce que là aussi, ça fait du mal. Donc, avant de faire, moi, des gros projets, je m'excuse, hein, des gros projets comme ça qui vont générer certainement, il faudrait aussi quand même s'occuper des canaux avant. Et quand on va parler après aussi des berges pour faire du vélo ou aller se balader, il faudrait aussi que les berges ne s'effondrent pas, puis qu'ils soient entretenus normalement.
Et tout ça, il y a un déficit du VNF, je m'excuse. Ouais. Mais moi, à Jussy, notre canal, moi, c'est ma vie. Mon grand-père, il a commencé à 8 ans à tirer les chalands avec des chevaux. Donc le canal, je le connais parfaitement. Et quand je vois ce qu'il est devenu, c'est honteux. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Et puis les algues, eh ben, c'est le gros problème et ça va être le gros fléau, je crois. Oui, il faut dire que VNF, en politique, c'est aussi de dégraisser le personnel. Hein. Sur Bourg commun, il y avait un endroit d'entretien, il y avait plus de 50 agents il y a 30 ans. Quoi, hein. Aujourd'hui, il y a plus de 5-6 agents pour faire tout le réseau. Donc il n'y a pas les moyens financiers, il n'y a pas les moyens en hommes. Les berges, comme monsieur le disait, c'est vrai qu'on est la région que les cyclotouristes ne peuvent pas passer au bord du canal parce qu'il y a des points qui ne sont pas dégagés. Quoi, hein. Nous, par chez nous, c'est l'horreur. Hein. Les arbres qui viennent au bord du canal, des pans entiers de morceaux de berges qui partent dans le courant. C'est dans un triste état. Il n'y a plus de moyens financiers. Alors VNF cherche plutôt des rentrées d'argent aujourd'hui plutôt que d'en dépenser pour faire de l'entretien. Il faut payer les collectivités comme nous, si on fait un port, les choses, là, ils touchent de l'argent. Ils cherchent de l'argent. À certains endroits, il a doublé de largeur. Tout à fait. Parce que avec l'érosion, donc aller naviguer, le gars qui ne connaît pas. Et en plus, nous, on a un canal courant, parce que c'est une déviation de l'Aisne. Donc c'est un canal courant avec le pont-canal, tout ça. Donc ça se détériore. Monsieur voulait intervenir. Si je peux compléter les propos de Marcelin, donc je suis son collège conseiller technique au cabinet de la présidente de l'AGLO. Nous, ce qu'on a fait, ce qu'on a mis en place depuis maintenant la fin de l'année dernière, c'est une gouvernance tripartite avec les pêcheurs, la Fédération de pêche de l'Aisne, les élus et VNF, parce qu'avant ils intervenaient sans nous le dire, sans prévenir ni même les élus du territoire. Et on a réussi cette année à choisir les lieux où ils intervenaient, notamment, j'en profite parce qu'il y a le maire de Jussy qui est présent sur un tronçon à Jussy en lien avec les concours de pêche. Le quai Gaillan de Saint-Quentin qui a été fait également, et j'ai bon espoir que le port de Plaisance soit focardé dans les prochains jours. J'étais pas plus tard qu'hier au téléphone avec eux. C'est des soucis de crédit, effectivement, hein, du côté de VNF. Ils ont une enveloppe allouée au niveau national qui est de 2 millions d'euros pour traiter les algues, là où il en faudrait plusieurs dizaines de millions, et qui concerne tous les canaux, y compris le Champagne-Ardenne. Donc on essaie de faire des pieds et des mains pour qu'on soit privilégié et qu'ils interviennent là où on le souhaite. Ça va dans le bon sens. Alors c'est jamais assez, c'est jamais grandi pour les élus où il y a toujours des remontées du côté de VNF parce que eux ils considèrent que ce qui est important d'entretenir c'est là où il y a des nécessités de service. Et donc tout ce qui est berge, etc. Plus tard qu'hier il me disait que pour cette année ils vont encore externaliser, faire passer une entreprise pour entretenir à Jussy, Fontaine-les-Claires, Lédin, etc. Secours, mais dans les années à venir, si en gros on veut ou les maires souhaitent que ce soit entretenu, il va falloir conventionner avec eux. C'est aussi simple que ça. Donc ça c'est une première chose. Sur les algues, effectivement, il n'y a que le fait de refaire passer les bateaux qui nous permettra de lutter contre le fléau. Après, il y a des études qui sont menées par VNF avec le Muséum d'histoire naturelle et divers organismes pour mieux connaître cette plante-là. Il y a différentes techniques qui sont utilisées notamment par le département de la Somme, qui est un peu précurseur là-dessus. On attend de voir un peu les résultats, une coloration de l'eau, du rempoissonnage, de l'alléopathie, des choses comme ça, mais pour l'instant il n'y a rien de véritablement efficace. Même un arrachage ou un faucardage, ça repart. On l'a fait en 2018, on l'a fait en 2020, on l'a eu cette année. Il va falloir parier que dans 2 ans c'est rebelote. Ça dépend aussi du climat. Donc ça pour la question des algues. Et je voudrais aussi en profiter pour approfondir le port de Plaisance, parce que Marcelin il ne le dit pas, mais il y a une grosse problématique, il y a différentes problématiques sur ce projet-là. Une friche industrielle qui n'appartient à plus personne, donc on essaye de statuer sur la propriété pour récupérer, qui est un gros fléau parce que c'est un lieu de dépôt sauvage depuis peut-être 30 ans, c'est la friche Vergove. Y aller y faire un tour si vous voulez. Il y a également des entreprises qui sont situées et qui gâchent le paysage sur le port de Plaisance, donc on essaye de trouver des portes de sortie sur nos zones d'activité, là où il y a plus vocation à ce qu'elles soient installées. Donc ça c'est pas simple. Il y a des délocalisations de certaines entreprises. Ouais c'est ça, la délocalisation de certaines entreprises. Et puis il y a aussi tout ce qui est récupération, enfin comment dire,
chaque entité qui est présente sur le port, on a une route départementale qui passe sur le port, mais qui n'était pas cadastrée comme il faut. On a aussi, nous, des à côté qui appartiennent à la ville, à la commune d'Aglo, etc. Donc déjà, c'est de reprendre la maîtrise foncière sur chaque partie. Et ça, c'est un gros boulot qui est mené depuis 1 an et demi, voire 2 ans, pour que chacun reprenne ce qui lui appartient, pour ensuite, éventuellement, procéder à l'acquisition de cette emprise foncière au coût le plus bas possible, compte tenu de d'évolution. Il y a aussi, j'ai oublié de le dire, des anciens hameaux diataires qui sont vides depuis maintenant quelques années et qui nous posent des problèmes de sécurité et de salubrité. Et donc on essaye de se battre aussi avec VNF pour qu'ils démolissent ces bâtiments-là. Et tout ça, ce sera calculé dans le coût de l'acquisition. Et on travaille avec la Direction Générale des Finances Publiques sur ce sujet-là. Donc c'est un gros boulot et un travail au long terme avant de pouvoir au moins remettre en plat toute l'emprise. Voilà. Je dirais qu'on a le même problème au niveau des rivières. Hein. Nous, la rivière Rennes est dans un état épouvantable. Hein. Les pêcheurs ne peuvent plus accéder aux berges nulle part. Il y a des embagues partout, il y a des arbres tombés partout. Il n'y a pas de sous pour entretenir. On ne trouve pas les financements pour entretenir. Ça devient grave. Bon, il n'y a plus de pêcheurs. Il y avait 1500 cartes de pêche dans le village il y a 30 ans. Aujourd'hui, il y en a 100, à peu de 100. Et indirectement, c'est un transfert de compétences qui se fait de VNF via les collectivités qui sont obligées d'entretenir via notamment la compétence GEMAPI. Et certaines font le choix de prélever un impôt, certaines non. Mais c'est une dépense supplémentaire pour nos collectivités et pour les communes. Et des cours d'eau, on n'en manque pas sur notre territoire, comme vous avez pu dire tout à l'heure. C'est trop cloisonné, quoi. Il faudra passer un ministère qui s'occupe de tout l'ensemble. Il est là le mal. On a favorisé le transport routier par rapport au transport fluvial, alors qu'on sait très bien combien on met de SMIC dans une péniche. Hein. On en met quelques-uns, quand même, 40. Hein. Donc voilà. Donc il n'y a qu'un seul moteur qui tourne. Hein. Vous mettez 40 semis, il y a 40 moteurs. Mais attention, là on va faire des chauffeurs, on fera plus de métier. Mais on est en train de se poser quand même la question écologique en ce moment. Vous ne croyez pas que l'écologie elle est du côté du canal là? On va peut-être pas les. Hein. Et là on a résolu tous les problèmes d'algues. Je voudrais savoir, est-ce que les algues, ça ne pourrait pas être un produit qui pourrait être transformé par les méthanisation? On fermerait la boucle, on vendrait ces algues et ça ferait un revenu. Je ne sais pas, mais il y a peut-être des solutions comme ça. Il existe des collectivités qui font ils les laissent macérer avec des tontes ou des choses comme ça, avant de pouvoir les mettre dans le méthaniseur, mais j'ai pas de résultat. Il y a même des entreprises aussi qui en font du papier. Ah ouais. Oui, parce que ça peut être un revenu quelque part. C'est des choses à développer. Il faut y aller sur le côté. Je reviens sur l'entretien de la rivière de l'Aisne. Il y a quand même des syndicats de rivière qui font du boulot quand même. Il faut qu'ils lèvent les embacs, ils font ce qu'ils peuvent et tout ça. Il y a quand même des choses. On ne peut pas dire qu'il n'y a rien n'est fait. Non, il y a des choses qui sont faites par les syndicats de rivière et qui ont des moyens, certes pas suffisants, mais qui font quand même des choses. Il faut le dire. Oui, une question, je ne sais pas si vous l'avez évoqué, mais les habitants de l'Aglo, du coup, est-ce qu'ils sont un peu dans la concertation Pour le moment, pas encore, c'est trop tôt. Ils vont l'être Ouais, d'ici la fin d'année. Ouais, on va essayer d'organiser les premières comités, mais on a besoin de les consulter sur des premiers jets de programmes qui sont réalistes. Hein. Oui, bien sûr. Et la capacité d'accueil du port? C'est 60 à 200. Ouais. Monsieur, oui, ou monsieur. Un de vous. Décidez-vous. Je me présente, je passe Cadre Noir, je suis membre de l'association des urbanistes des Hauts-de-France, passionné par le réemploi de la voie d'eau. Je travaille beaucoup actuellement sur que faire des parties délaissées du canal du Nord au regard de la problématique canal du Nord et juxtaposition au canal Seine-Nord. Moi je trouve que d'abord l'initiative du département de l'Aglo, du CIE de l'Aisne, elle est formidable parce qu'elle permet à des tas de points de vue de se retrouver tous ensemble autour de quelque chose qui, il faut le reconnaître, était tombé en désuétude. La voie d'eau, c'était le synonyme du travail, du labeur, voire d'une certaine forme d'esclavage. Quand vous évoquiez avec le grand-père les chalands tirés par les chevaux, il ne faut pas oublier que quand il n'y avait pas de chevaux, c'était les femmes. Les femmes, les enfants, les hommes, l'attraction humaine. Et puis petit à petit,
le canal, les odeurs, la pollution, les usines en friche qui fermaient les unes après les autres, puisque de toute façon le canal n'était plus un outil de valorisation du travail et de la production, faisait que bon, ça passait en désuétude. Aujourd'hui, on le réinvente. Alors il y a le point de vue la plaisance, et puis il y a le point de vue la voie verte, les pêcheurs, les promenades, la randonnée, les chemins de halage à réutiliser au sens noble du terme pour un autre usage. Et jusque maintenant, VNF, c'était un jour VNF les pêcheurs, un jour VNF la plaisance, un jour VNF les collectivités par rapport à des résidus de pollution. Et aujourd'hui, maintenant, eh bien, on a l'impression que tout le monde a la possibilité de témoigner, de s'exprimer en même temps et à côté des uns et des autres, sans qu'on soit classifié dans des cases avec des catégories. Et c'est ça qui est assez intéressant, avec en plus la perspective, et c'est un ancien roubaisien qui en parle, parce que le canal de Roubaix a aussi une histoire, la possibilité aussi pour les collectivités de se dire, et si on utilisait cette voie d'eau, ces dards, ces délaissés, par rapport à un réemploi au profit de notre population en termes d'attractivité. Et donc moi je suis plutôt optimiste, même si on se rend compte que les berges n'ont pas été entretenues, que le niveau de vase a augmenté, que la problématique des algues est plus qu'exponentielle. Je suis plutôt optimiste sur le fait de mettre tous les acteurs et les utilisateurs potentiels en lien avec les collectivités, l'agglo, le département, et puis avec des structures inspirantes comme le CAUE font que petit à petit, on va trouver des solutions. Le tout peut-être, parce que c'est toujours le nerf de la guerre qui prime, et je terminerai là-dessus, c'est peut-être de prioriser les secteurs, comme vous disiez tout à l'heure, sur lesquels il faut se concentrer pour pouvoir obtenir un maximum d'optimisation et petit à petit aller de l'avant et progresser. Mais en ne le regardant pas que sous l'angle de la plaisance, puisque vous aviez raison d'évoquer la baisse du trafic qui est constante depuis 20 ans et qui, sous nos latitudes, n'est pas forcément le nec le plus ultra à pratiquer en termes de loisirs. Mais il y a une vraie réflexion d'ensemble à mener. En tout cas, bravo pour l'initiative. Une envie commune, oui. Bravo. Mais merci à vous. En tout cas, merci pour... On termine avec M. Descroix, peut-être, ou monsieur aussi. Oui. Et ça, c'est aussi... On fera une mardinale, mais Mathieu va en parler dans sa présentation. Monsieur Descroix, je vous laisse pour une dernière question. Ça tombe bien finalement, parce que je ne savais pas vos propos, mais je suis complètement en accord avec vous. Je suis très intéressé par le projet qui vient de nous être présenté. Nous, on a également, alors quand je dis nous, ce n'est pas l'association Simonson, je change de casquette également, et donc en tant qu'élu, on a eu cette problématique, si on peut l'exposer ainsi, même si je ne le vois pas comme un problème, mais vraiment bien comme une opportunité, d'avoir aussi une friche industrielle située, qui plus est forcément, avec un port. Et on revient finalement souvent aux mêmes problématiques, c'est comment gérer ce foncier, etc., avec, et vous le disiez très justement, un regard plus ou moins négatif, puisqu'on y laisse une friche, on y laisse on va dire un passé, et comment on arrive à partir de ce point à se tourner vers l'avenir. Aujourd'hui, nous, l'agglomération est propriétaire à la fois du port de Plaisance et du port qui est à côté pour le port à sec pour les bateaux. C'est une réelle opportunité, je le dis très foncièrement. Bien sûr, on est tous élus, certains sont élus, savent que pour défendre un projet, il faut en comprendre l'opportunité, que lorsque l'on définit, et je comprends que vous en êtes à cette phase de préopérationnel, c'est très compliqué d'aller se projeter, et avec des problématiques qui viennent d'être dites, qui sont celles que l'on a connues. On parle d'algues depuis tout à l'heure, pour ne vous citer que celles que nous avons la chance, on va dire ça, d'avoir chez nous, c'est l'hydrocotyl. L'hydrocotyl, c'est pareil, on ne sait pas. Face à ça, grâce à ce projet de port, aux différents projets qui sont autour de la voie d'eau, on a mis l'ensemble des acteurs autour de la table. Les mairies, les agglomérations, le parc naturel régional, puisqu'on a la chance d'avoir un PNR sur notre secteur, et les fédérations. J'entendais parler de pêche, j'entendais parler de tout ça. Elles ont été autour de la table, parce que finalement, la problématique, elle est la même pour tout le monde. Vous disiez très justement, on ne peut plus pêcher, on ne peut plus, ou très difficilement naviguer, on ne peut plus faire de canoë, on ne peut plus faire... Alors que finalement, c'est la destination qu'on veut donner à ce canal. Donc je pense qu'il faut vraiment être optimiste, parce que nous, on s'est rendu compte, et là, finalement, je suis bien content, c'est du passé, qu'en mettant tout le monde autour de la table, on a réussi à financer via VNF, avec le PNR, avec le département, avec l'intercommunalité,
et également la fédération de pêche, puisqu'elle avait cette problématique. À partir du moment où vous vendez des cartes de pêche et que les gens ne peuvent pas pêcher, vous avez beau être le plus beau du monde, on vous dit, monsieur le président, vous êtes bien gentil, mais votre carte de pêche, l'année prochaine, vous la gardez. Donc voilà, on en était également à ce point, et aujourd'hui, je touche du bois parce qu'on sait bien que ce n'est pas une science exacte, on a l'impression qu'on a réussi à tout au moins pallier progressivement au problème. Alors bien sûr, il y a des facteurs qu'on ne maîtrise pas, encore une fois, hein, c'est la météo. Si on avait le bonheur d'avoir des hivers avec des moins 15 pendant quelques jours, ça nous aiderait fortement, parce qu'on sait très bien que la plupart des algues, en tout cas pour l'hydrocotyl, quand ils gèlent fortement pendant une longue période, son développement est fortement réduit. Malheureusement, nous n'avons plus les hivers que nous avons connus il y a quelques dizaines d'années. Mais encore une fois, je veux insister sur le fait que lorsque l'on met tout le monde autour de la table, et je pense qu'en effet, l'AGLO a compris si elle arrive à mettre tous les acteurs autour de la table pour résoudre ce problème. Après, pour ce qui est de VNF, c'est pareil, finalement, j'entends des berges qui étaient à 3, qui sont passées à 1,5, voire peut-être même moins d'1 sur certains secteurs. On avait également ce problème. Une fois encore, on n'a pas voulu regarder, alors je sais que c'est difficile, moi-même je suis municipal, on regarde sa commune avant celle des autres, hein, ça, on n'est pas, difficile, mais quand même. Mais on a finalement fait bouger les lignes et on a dit il faut. Puisque finalement, pourquoi le voisin, on ne réglerait pas son problème parce qu'on va amener des touristes, on va amener des cyclotouristes, des marcheurs, des piétons, des ce qu'on veut, et puis arriver sur le bout de notre commune, ils seront bloqués, c'est ridicule. Et on a fait une convention de superposition de gestion avec VNF, en disant, on définit les responsabilités où, qui fait quoi. Parce que c'est bien gentil, monsieur le maire, vous êtes responsable. Oui, ça on l'entend du matin au soir, 7 jours sur 7, d'accord. Et quand on a dit ça, on fait quoi? Et donc on a fait une convention de superposition de gestion, agglomération commune VNF, et on a dit, un tel prend ça, un tel prend ça, un tel prend ça, et telle responsabilité, telle responsabilité, telle responsabilité. Ce qui finalement aujourd'hui fonctionne pas trop mal. Je ne vais pas dire que c'est parfait, hein, le modèle idéal n'existe pas, je pense, mais aujourd'hui on se rend compte quand même sur l'agglomération que sur les 70 km, on a quasi tout réalisé. Quand je dis tout réalisé, c'est aussi se mettre d'accord sur les pratiques, les usages. Qu'est-ce qu'on y met? Bon, je sais par exemple, vous prenez, nous on est frontalier avec la Belgique, prenez la Belgique, on autorise les chevaux sur les berges. En France c'est interdit, en tout cas dans le département du Nord. Voilà, mais on a réussi à vraiment mettre en place une synergie dans le système de décision qui fait qu'aujourd'hui, celui qui emprunte ne sait même pas qui gère finalement. C'est l'agglomération, convention de superposition de gestion, mais s'il faut une autorisation, monsieur le maire doit la donner. Bon, voilà. Donc vous voyez, je pense qu'il n'y a pas de fatalité. Je rejoins complètement ce que vous disiez, l'usage des canaux hier et celui d'aujourd'hui n'est plus du tout le même. Donc forcément, on se pose des questions. Oui, il y a peut-être moins de bateaux, mais est-ce qu'il y avait autant de vélos? Est-ce qu'il y avait autant de piétons? Est-ce qu'il y avait autant de coureurs? Il faut le mettre en parallèle aussi finalement. Pour reprendre un peu l'association des canaux du Nord cette fois-ci, je peux vous dire qu'on est en très forte attente sur ce sujet. Très très forte attente, notamment des pays anglo-saxons. Il faut savoir qu'on a énormément, nous, puisque lorsque vous prenez le secteur, on est relié directement à ce qu'on appelle en Belgique le Ravel, qui est le parallèle des véloroutes voies vertes chez nous, ça s'appelle Ravel en Belgique. On y est relié directement. Moi, je suis donc, ma commune, elle est à peu près à 30 km de la frontière belge. Je peux vous dire que tous les jours, on a des Anglais. Tous les jours, à vélo, il y a des Anglais qui viennent. Les gîtes et chambres d'hôtes sont complets. On n'en a pas non plus des masses. On a 3000 habitants, je vous rassure. Mais on a une dizaine de gîtes et une quinzaine de chambres d'hôtes. Ils sont complets. Ça démontre quand même un intérêt à ce type de projet. Alors, je sais qu'après, il va falloir pour les techniciens de l'agglomération qui sont ici ramer, sans jeu de mots, pour convaincre nos élus, parce que je me doute bien que vous avez les mêmes que chez nous, c'est que pour sortir les millions, il faut démontrer qu'on va en avoir 3 derrière. Mais il y a réellement, et j'insiste là-dessus, une opportunité à travailler ensemble parce qu'on est attendu. Vraiment, sincèrement. Je pense que le chantier est immense parce que je crois savoir que, pour avoir fait des enquêtes publiques pour le compte de VNF, les maires sont, lorsque les canaux ont été construits, les constructeurs ont créé une plateforme et un quai de déchargement dans toutes les communes traversées.
toutes les communes traversées. Il y a Et un les port, maires- il y a un port dans chaque commune. Oui, c'est ça. Les maires demandent à avoir une maîtrise de ces quais de déchargement pour permettre des activités d'auberge, d'accueil, c'est faisable. etc. Ces ports-là C'est peuvent faisable. servir de micro-port. Hein. Oui, oui, oui. C'est Il faisable. suffit d'avoir un ponton et 6 anneaux, il y en a assez. Quoi. Nous, sur l'agglomération, on en a 18. Et les quais de déchargement, si je me souviens, Et ils sont mis à disposition des communes. C'est faisable. Pour des partenariats. Vous signez une cote, vous signez une convention d'occupation temporaire avec VNF. Dès l'instant où vous avez signé une convention de superposition de gestion avec VNF, enfin, on va pas, c'est un établissement d'État et son représentant peut le dire mieux que moi. Ils sont pas idiots, enfin, ils sont là aussi pour le faire vivre, le canal. Donc à partir du moment où vous... et donc nous on a signé la convention, à partir de là on avait, donc chaque maire signe sa cote, signe sa convention d'occupation temporaire. Moi dans ma commune j'en ai deux. Dans ma commune j'en ai deux, je sais que ma base nautique est mon point d'eau, je peux mettre des bateaux, je peux avoir je fais les canoës descendent au quai de déchargement, ils remontent, il y a un club de canoë, c'est faisable, c'est complètement faisable. Bon, bien sûr, vous vous doutez, VNF demande juste une petite redevance pour la convention d'occupation temporaire qui n'est vraiment pas énorme. Hein. Pour vous dire, sur 2 points, moi je dois donner à peu près 300 € par an. Bon, voilà, on ne ruine pas encore le budget municipal, merci. Mais c'est faisable, vraiment c'est faisable. On terminera avec une question et ensuite on... Donc c'est la municipalité ou c'est l'aglo ou la CCD? Alors il y a une convention d'occupation temporaire par la ville pour les 2 points qu'on dispose dans notre commune. Néanmoins, la convention de superposition de gestion, elle prend tout le linéaire, donc tous les usages sur l'ensemble du parcours. Et là, c'est l'agglomération, le département et le VNF. Voilà. Alors pourquoi département? Ça c'est un cas typique, c'est parce que nous, la véloroute voie verte, qui est de compétence départementale, est sur les berges. Voilà. On peut vous demander quelle commune vous êtes? Alors l'agglomération de Maubeuge. Ah oui. Tout à fait, donc tout au nord. Pont-sur-Sambre, la ville de Pont-sur-Sambre. Il y a un clair de lune. Voilà, oui, il y a un clair de lune, tout à fait. Merci beaucoup pour ces riches échanges-là et merci à M. Bombard pour la présentation pour l'agglo de Saint-Quentin. Voilà. Alors, je suis Mathieu Bautou de l'agence Tourisme. Juste 2 mots sur l'agence Tourisme. L'agence Tourisme, c'est une équipe de 18 personnes qui travaillent au service du département pour le développement touristique et générer des retombées économiques de développement touristique sur le département de l'Aisne. Voilà, nos missions. Donc, évidemment, les véloroutes voies vertes, c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup. Voilà une équipe où on a en fait beaucoup d'ingénierie, un petit peu de communication. Voilà. Donc, je vais vous présenter un tout petit peu le tourisme à vélo au bord des canaux, avec quelques définitions qui peuvent être utiles et pourquoi ça nous intéresse de développer la pratique du vélo en faveur du développement touristique et des retombées économiques. Après, je vous montrerai quelques étapes pour la mise en tourisme d'une véloroute et du bord à canal, du coup, et puis quelques réalisations déjà concrètes dans le département de l'Aisne. Alors, quand on parle du tourisme à vélo, de quoi parle-t-on? Tu peux y aller? Ouais. De quoi parle-t-on? Alors, on a en fait les usagers des véloroutes. Hein. C'est ici une définition de Vélo et Territoire. C'est un organisme voilà, qui donne pour nous des outils pour comprendre le fonctionnement du vélo. On a les usagers des véloroutes et on en a 2 catégories. En gros, on a les touristes à vélo et les excursionnistes à vélo. Les touristes à vélo, ce sont ceux qui passent des nuits pendant leur déplacement à vélo. Et puis, les excursionnistes, c'est ceux qui ne passent pas de nuit. Voilà, tu peux y aller. En fait, au sein des touristes à vélo, donc ces fameux visiteurs à vélo qui passent au moins une nuit sur le territoire, on en a de différentes catégories. On a les touristes loisirs. Ce sont des gens qui vont tout simplement, pendant leur séjour touristique, eh bien, faire une promenade à vélo. Voilà. En fait, ce sont les plus nombreux, hein, finalement, hein, les promenades à vélo. On a 15% tout de même d'itinérants. Alors, ces itinérants, ce sont des touristes à vélo qui vont carrément utiliser le vélo comme moyen de déplacement pour découvrir le territoire. Ceux-là, ils n'ont carrément pas de voiture et ils vont changer d'hébergement toutes les nuits ou toutes les 2 nuits. On a les sportifs qui correspondent quand même à 15% des pratiquants et qui, eux, ont des pratiques de plus grande distance et des dénivelés plus importants également. Et puis les utilitaires, alors ce sont les gens qui sont en séjour hein, sur le territoire, mais qui vont utiliser le vélo comme un moyen de locomotion pour aller par exemple au supermarché. On a besoin aussi d'aller au supermarché quand on est en vacances. Voilà. Alors, quelques chiffres sur le tourisme à vélo.
c'est tout de même 430 passages par jour par compteur en France. Ça, c'est la moyenne de tous les comptages que l'on fait en France. Dans l'Aisne, il y a des compteurs aussi, hein, je le précise, il y en a une petite quinzaine, et chacun de ces compteurs nous permet d'avoir vraiment une évaluation des passages. La moyenne dans l'Aisne seulement est un peu inférieure, elle est plutôt de 55 à 137, tout simplement parce que dans l'Aisne, on est un territoire un peu plus rural, donc la fréquentation en milieu rural, elle est inférieure à la moyenne nationale, et puis aussi parce que nos véloroutes ne sont pas tout à fait terminées. Donc quand on a des tronçons, des sections à vélo manquantes, en général, la fréquentation n'est pas à son maximum. Le potentiel est loin d'être atteint. Voilà. Le gros atout de cette fréquentation vélo touristique, c'est en fait qu'elle se pratique toute l'année. Ça, c'est vraiment la première chose, le premier enseignement à retenir. Dans l'Aisne, et comme dans les Hauts-de-France en général, le tourisme se pratique l'été, en général. Les touristes viennent l'été, et du coup, le vélo nous permet d'étaler la saison touristique. Donc c'est vraiment une chance. Autre chance que nous avons dans l'Aisne, c'est que le vélo se pratique beaucoup au bord de la mer, hein, sur le littoral, mais il se pratique aussi beaucoup en campagne. Contrairement à la ville ou à la montagne, où on pratique peu le vélo dans le cadre de son séjour touristique. Et donc, pourquoi on pratique beaucoup de vélo à la campagne? Ça semble un peu naturel, puisqu'on a des véloroutes, on a des itinéraires plats, et c'est ce que recherche la majorité des pratiquants. Tu peux y aller. Au niveau de... Alors, qui sont ces touristes à vélo? Ceux qu'on mesure en France actuellement, eh bien, pour 20%, ce sont des touristes étrangers. Voilà, 80% de Français. Et puis, au niveau du palmarès, il n'apparaît pas bien, mais en tête, évidemment, ce sont les Allemands. Parce que les Allemands, l'Allemagne, c'est la première nation du tourisme à vélo. C'est vraiment, pour nous, une cible importante. Elle est d'autant plus importante dans l'Aisne que Guise, depuis peu, est à 5 jours de l'Allemagne à vélo. Donc vraiment, voilà. Ces Allemands, en fait, ce sont les seuls en Europe qui décident, à 15% d'entre eux, une fois par an, de faire un grand séjour à vélo. Et nous, notre enjeu, c'est qu'ils décident d'aller chez nous, dans les Hauts-de-France et jusqu'à Paris. Évidemment, notre enjeu, c'est qu'ils aillent à Paris. Comme ça, ils passent chez nous. C'est ça le but. Ensuite, on a les Britanniques, et là, on fait un parallèle évident avec Stevenson. C'est vraiment la thématique Stevenson et le vélo, un enjeu. Le tourisme de proximité... Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Alors, on a 50% d'entre eux viennent de pas très loin, finalement, moins de 200 km. 50% des touristes à vélo interrogés. Ça fait que du coup, lorsque vous faites un voyage à vélo, vous allez moins loin que quand vous faites un voyage en voiture ou en avion. Alors, ça semble évident, mais en fait, c'est un moyen aussi de limiter son empreinte carbone. Et puis, 93% des Français choisissent de faire du vélo en France. Donc, le vélo, c'est un moyen de garder les touristes français en France. Parce qu'en fait, ce qu'on ne dit pas beaucoup dans les statistiques nationales, c'est que beaucoup de touristes français, beaucoup de Français l'été partent et quittent la France. Donc c'est une balance, ça nuit à notre balance commerciale tout. Alors, la distance moyenne parcourue par les vélos, elle est en moyenne de 40 km. Et je vais rompre tout de suite une question qu'on peut se poser, hein. C'est que 40 km, c'est la distance moyenne parcourue, que vous soyez en vélo musculaire, ou à vélo avec une assistance électrique. C'est la même. Et ça, maintenant, c'est prouvé, on le sait. Donc, on fait les mêmes distances. Par contre, ce qui change, c'est selon que vous soyez dans le temps du loisir, où vous pratiquez plutôt 27 km par jour pour faire cette fameuse promenade, jusqu'à 60 pour les sportifs. Le type de parcours privilégié, c'est aussi une bonne surprise du tourisme à vélo, c'est que à 63% d'entre eux, ils aiment faire des allers-retours. Ils font des allers-retours. Ça ne leur pose pas de problème. Contrairement aux randonneurs pédestres. Les randonneurs pédestres ont besoin de faire des boucles. Ils n'aiment pas faire des allers-retours. Mais les vélos, non. Pourquoi? Alors c'est aussi une question de contexte, mais les véloroutes, ce sont des linéaires. Et donc on ressent le besoin de faire des allers-retours. Parce que si on quitte pour faire une boucle, alors on se met en insécurité, on se retrouve dans la circulation automobile. Mais ceux qui ne veulent pas faire ces allers-retours, qu'est-ce qu'ils font? Des allers simples. C'est-à-dire qu'ils vont d'un point A à un point B et ils reviennent en train. Vous avez vu ici à Chauny, on a une gare, Ternier, on a une véloroute, on a quand même tous les ingrédients. La durée moyenne de séjour, je vous la donne, elle est de plus de 4 jours pour les touristes à vélo. Et plus de 4 jours, c'est du pain béni. Parce qu'en fait, la moyenne des touristes dans l'Aisne passe plutôt 2 jours. On est un territoire d'État. C'est normal, c'est d'ailleurs une chance, mais 4 jours, c'est un record. Vas-y.
Alors, une petite question, on ne va pas plus loin. Selon vous, quel est le pourcentage de touristes qui louent un vélo pendant leur... Faible. 0,05%. 5% peut-être quand même. Vas-y. C'est la moyenne nationale. 12%. Mais vous êtes plutôt dans le juste quand vous dites que c'est faible, puisqu'en disant 0, vous êtes plus près que si vous aviez dit 30. C'est vrai, bien sûr. C'est faible, effectivement, c'est faible. 12% des touristes à vélo louent un vélo. Et il faut savoir quand même que c'est pas la peine de proposer des vélos de location à certaines personnes. Par exemple, les sportifs, ça les intéresse pas. Les Belges, ça les intéresse pas, les Néerlandais, ça les intéresse pas. Ils ont leur propre vélo. Par contre, tous les autres, ça les intéresse, et en particulier les autres étrangers, les Britanniques, les Allemands, ils sont pas contre. Donc, voilà, c'est intéressant de savoir ça. À votre avis, combien de pourcents de touristes roulent en vélo à assistance électrique aujourd'hui sur le territoire national quand on les interroge? 30%. 40. 50? Non, pas encore. Bientôt. C'est un coût quand même. 11%. 11% roulent en vélo électrique. Et oui, parce qu'en fait, alors 10% pour les hommes, 12% pour les femmes. Mais il faut savoir que cette propension à prendre un vélo électrique augmente avec l'âge. Voilà. Heureusement qu'il y a des jeunes dans la salle. Voilà, exactement. C'est pour ça que personne ici n'est concerné par... Il n'y a que des jeunes vieux. Et il faut quand même dire, voilà pourquoi peut-être vous êtes étonné par ce chiffre de 11%. C'est qu'en fait, effectivement, le marché du vélo électrique, en 2020, explosion, 500 000 ventes. En 2021, 700 000 ventes. C'est énorme. Mais on est sur un marché à près de 3 millions de vélos en France. Et encore, 3 millions de vélos, c'est pas grand-chose. C'est aidé par les aides de l'État, l'effet Covid. Peut-être que demain, ça baissera, hein. Je sais pas. Voilà. Et puis, en France, on est des nains. En France, on est des nains par rapport au marché que représente l'Allemagne. 7 fois plus de ventes. D'accord? Je vous ai dit, l'Allemagne, premier pays du vélo au monde. Pour le tourisme à vélo. Donc en fait, voilà, c'est quand même intéressant, mais il faut nuancer cette proportion. Autre chose qui nous intéresse avec les touristes à vélo, c'est qu'ils ne dépensent pas leur argent que sur leur itinéraire. Ils dépensent aussi leur argent, ils sont prêts à sortir d'une véloroute pour aller dépenser leur argent à 5, 6, voire 10 km. Les sportifs sont capables d'aller jusqu'à 10 km pour aller se nourrir et s'héberger. 10 km de la véloroute. Alors, ce qui nous intéresse beaucoup avec les touristes à vélo, c'est aussi la grande variété des clientèles que l'on peut toucher. Alors, on a, et bien sûr, les courses et jours thématiques train plus vélo. Ça, c'est vraiment quelque chose qui marche très bien le week-end auprès de la cible francilienne. Chauny, 1h20 de Paris, en train, je rappelle. Donc, l'opportunité est énorme. Les franciliens, à 60%, n'ont pas d'auto. Donc eux, ils font leur déplacement pour aller travailler. Ils le font à vélo, mais pour aller en vacances, ils le font aussi à vélo. On a aussi les itinérants longue distance, comme la clientèle allemande, mais il y en a d'autres. Et puis, bien sûr, on a tous ces vacanciers qui sont déjà dans le coin et qui, pendant leurs vacances, vont apprécier de faire un tour à vélo. Donc les touristes du secteur. Plus c'est vert foncé, plus les gens dépensent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les touristes dépensent de l'argent chez nous pour payer toutes ces charges dont vous avez parlé tout à l'heure, de l'entretien des canaux, payer aussi les charges importantes des collectivités, etc. Alors, pourquoi développer finalement la pratique du vélo, mais le long des canaux? Déjà, c'est plat. En plus, je l'ai même pas dit, ça. Bon, c'est vrai qu'une véloroute, normalement, elle est plate. Si vous n'êtes pas le long d'un canal, vous êtes dans la campagne, c'est obligatoirement plat. Sinon, c'est pas respecter les charges du vélo. Alors, pourquoi déjà? Parce que le premier argument va peut-être vous surprendre, mais c'est que il y a une attraction des voies d'eau pour l'activité économique. Quand on regarde la carte du Saint-Quentinois, par exemple, on voit qu'il y a quand même une accumulation des points d'intérêt touristique le long des voies d'eau et, en l'occurrence, le long des canaux. On a remarqué que si je regarde cette zone en jaune, qui est cette fameuse zone d'impact un peu fluvestre que représente le vélo, on a seulement 54 communes concernées, et pourtant,
on a 80% de l'offre touristique qui se concentre dans ce faisceau jaune. Et si je détaille un tout petit peu, sur ce faisceau jaune, on a 100% des véloroutes, 93% des restaurants, 85% des activités de loisirs, la majorité des hébergements et des lieux de visite. Alors en fait, cette carte montre quoi? Finalement une évidence. C'est que dans le fond de vallée, c'est là que se concentrent les habitants, les activités, et du coup, forcément, les points d'intérêt touristiques, les flux. Mais tout ça pour vous dire que travailler le long d'une voie fluviale, c'est intéressant pour nous parce que c'est là qu'il y a déjà une activité. On s'est intéressé un petit peu à l'irréputation des zones au bord de canal, en bord de rivière. Et on remarque, c'est intéressant, quand on fait la moyenne de tous les avis clients, sur TripAdvisor, Airbnb, Booking, on remarque qu'à chaque fois, les zones proches de l'eau ont une meilleure note. Donc c'est bien que les bords de l'eau génèrent une plus grande satisfaction client que les zones en race campagne. Voilà, alors légèrement plus. Mais 9.2, entre 9.2 et 9.1, il y a un écart important quand même, parce que quand vous mettez... Voilà, c'est des moyennes sur de nombreux avis quand même. Donc voilà, on sait qu'il y a une attraction, finalement il y a, comme on dit, un aquatropisme. L'eau attire. L'eau attire pour faire du vélo, l'eau attire pour faire du bateau. Ce qui semble évident quand j'y repense. C'est pas le contredire, quoi. Stephen Fry, il a eu quand même le nez creux. Hein. C'est ça. Voilà. Alors, voilà, quand même, dans l'Aisne, justement, on a beaucoup de voies d'eau, on en a parlé, 320, c'est 315 en fait. C'est un record, quasiment, on est juste derrière le département du Nord. Et second réseau national, donc on a vraiment, finalement, un atout avec ces voies d'eau pour développer de l'activité touristique. D'autant que, si vous regardez bien, l'Aisne, elle est là, et on voit bien que notre réseau de voies navigables est de moindre gabarit que les autres réseaux navigables. Et c'est pour ça qu'on sait qu'on ne peut pas se limiter à l'activité de navigation pour les faire vivre. En plus, quand on a un canal, on a plein d'ouvrages d'art intéressants qui, autrefois, avaient une vocation industrielle, qui, aujourd'hui, peuvent acquérir un intérêt aux yeux des touristes. Des rigoles, des ponts canaux, des barrages, des rayères, des points Y, des anciens moulins industriels, tout cela, si c'est mis en valeur, si c'est mis en tourisme, attirera des touristes. C'est sûr. Imaginez un hébergement dans un moulin, ça donne envie. D'ailleurs, moulin de Seine-Ercy, je pense tout de suite à ça. Voilà, ça se fait déjà. Et bien sûr, il y a les maisons éclusières. Évidemment, qui dit plus de canaux, dit plus de maisons éclusières. On a parlé de 150 tout à l'heure. Sachez qu'il y en a en ce moment 85 à céder. Mais on ne va pas les céder à n'importe qui. En fait, l'idée, c'est d'y faire une réaffectation touristique. Notre enjeu, c'est que ça ne parte pas dans l'immobilier. Voilà. C'est que ça reste dans le giron du tourisme. Pourquoi? Parce que c'est là que ces maisons auront le meilleur rôle à jouer dans l'économie locale. Si elles partent dans l'immobilier, c'est vraiment moins bon pour nous. Hein? Parce que ça, acheter une maison en ruine et puis la retaper, tout le monde sait le faire. On peut le faire n'importe où en France, mais pas ces maisons-là. Ce qu'il faut, c'est les réaffecter touristiquement. En faire des hébergements, des restaurants, des guinguettes, ou pourquoi pas un relais vélo. Et donc, l'autre chose, l'autre condition qui va vraiment conditionner la réaffectation de ces maisons, c'est qu'on va le faire collectivement. On ne les fera pas une par une, par une, par une. Ça ne marchera pas. Enfin, ça marchera, mais vous risquez de vous retrouver avec un gîte, puis un autre gîte, puis un autre gîte. Ces gîtes vont se faire concurrence, c'est dommage. Ce qui est intéressant, c'est de les acquérir collectivement, ça prend plus de temps. Mais derrière, on a des opportunités de financement avec la Banque des Territoires, beaucoup plus. Et puis, on peut dire aux touristes, venez. Il y a carrément 30 ou 40 maisons qui ont été refaites chez nous, avec une proposition de voyage à travers ces maisons. Donc voilà, on a plus d'opportunités à le faire collectivement. Donc voilà ce projet où on est en train de, nous, Agence Seine Tourisme, réaliser des études avec les territoires, donc, dont le pays Picard, mais aussi le Saint-Quentinois, et aussi, bien sûr, l'Atirache. Voilà. Géré par qui? Pardon? Ça sera géré par qui? Géré par qui? Alors, l'étude, en fait, qu'on est en train de réaliser, propose une réaffectation pour chaque maison et un mode de gestion. Ce mode de gestion,
il est en cours de définition, il est plus ou moins élaboré. Lorsque les études seront terminées et que les territoires auront choisi voilà, les réaffectations, on pourra plus facilement dire le mode de gestion, si c'est une acquisition de l'EPCI, par exemple, la com, ou si c'est une acquisition communale, parce qu'à cet endroit, la commune avait besoin d'acquérir pour d'autres raisons, ou si c'est une gestion privée. On peut très bien imaginer que ces maisons fassent l'objet d'un appel à projet par les collectivités, le département et tourisme et la com et l'office de tourisme, donc appel à projet, voilà, et le plus offrant, le projet le plus original ou le plus ambitieux soit validé. Donc ça peut très bien être privé, la gestion demain. Il faut se dépêcher quand même, parce qu'il y en a pas mal qui sont en train de se casser la gueule. Hein. Oui, tout à fait. Alors, vous étiez peut-être présent à la restitution pour le Saint-Quentinois. Oui, c'était monsieur. Voilà, effectivement, c'est important voilà, d'avancer. Par contre, s'il y a des fuites ou des soucis de fissures ou ce genre de choses, de squat aussi. De squat, c'est pas forcément bloquant pour les projets qu'on veut faire. Puisque de toute façon, pour faire un hébergement, pour faire un restaurant, il faut tout refaire. On garde que le mur porteur. Il faut imaginer, hein. Imaginez l'isolation, le chauffage, etc. Tout ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Faut pas non plus, s'attrister. C'est vrai que le sort qu'il aurait réservé en ce moment n'est pas terrible. C'est bien, mais il faudrait au moins qu'elle soit murée, fermée, parce qu'on intervient régulièrement. Ah oui. D'accord ? On va remettre des planches, on va remettre des clous. C'est pas nous, hein, c'est AVNF. Oui. Mais bon, on voit bien les gamins ce qu'ils vont faire. Et ils vont foutre le feu un jour, et puis ça va être fini. Quoi. Alors s'il faut que le feu, il y a le cas dans le Saint-Quentinois, au nord de Saint-Quentin, j'ai oublié le nom d'ailleurs, le Moulin Brûlé, c'est ça? C'est ça. C'est un nom prédestiné. Bien son nom. Bon, il y a deux maisons qui ont eu le feu, il n'y a plus de toiture, l'eau elle rentre, mais a priori, on va pouvoir conserver, si ces maisons sont retenues par l'agglo, on pourra garder les murs. Et de toute façon, dans le pire des cas, on utilise l'emprise pour faire une activité. Voilà. La maison, c'est important, mais c'est pas forcément là que va se concentrer notre énergie. Elle peut se concentrer sur le terrain. Si le terrain est très grand, on peut faire une hôtellerie de plein air avec des cabanons superposés, etc. Alors, j'en viens à la rentabilité des véloroutes qui est vraiment intéressante. Entretenir les véloroutes au département, ça coûte 2 500 € par an par kilomètre. Évidemment, quand on parle de ça, ça fait un peu peur, ça fait parfois même hurler certaines personnes parce qu'on se dit mais pourquoi? Mais c'est parce qu'il y a des retombées et que ces véloroutes en valent la peine. Donc juste quelques retombées comme ça pour vous montrer. Sur des véloroutes qui sont terminées, la Loire à vélo, Via Rhôna et la Méditerranée à vélo. On est sur des retombées de 62 à 80 € par touriste à vélo. Donc ce sont des valeurs qui sont supérieures à la moyenne des touristes. Et du coup, le ratio en euros par kilomètre, calculé et absolument vérifié dans ces études, va de 14 000 à 30 000. Et c'est en croissance. Donc, on est sur des retombées, la voie verte terminée, de 30 000 versus des coûts de 2 500 €. La Mercedes, il faut y aller, quoi. Il faut y aller. C'est un investissement qui vaut la peine. Alors, petite comparaison avec la Plaisance, on a parlé tout à l'heure de la chute du trafic. Si je prends le réseau 320 km, si je prends la moyenne des passages par écluse dans l'Aisne, 324 passages, et la dépense des plaisanciers qui est importante, on le sait, hein, 92,77 € par plaisancier, c'est une donnée VNF. Lorsque je fais ce ratio, j'obtiens une retombée de 1 875 € par kilomètre. Donc vous avez ici la preuve que les canaux ne vivront pas avec les plaisanciers, ils vivront avec les plaisanciers, mais ils ne suffiront pas. On a besoin des vélos. C'est aussi pour ça que de plus en plus, les ports fluviaux, les haltes nautiques en France, de plus en plus accueillent des vélos. En fait, elles en accueillent même plus que des plaisanciers. Donc aujourd'hui, c'est ça vraiment l'enjeu, c'est d'avoir des services, enfin multiservices, si je puis dire, pas mettre tous ses œufs dans le même panier, et d'avoir un port qui soit capable aussi d'accueillir les vélos. Parce que les vélos, voilà, on sait qu'ils vont consommer du service. Les plaisanciers, ils auront aussi des vélos. Hein. Formidable. Alors le mix est intéressant d'utiliser les bateaux pour transporter aussi les vélos. Ça se fait dans l'Oise, mais ça marche quand on a des flux importants. On n'a pas encore des flux importants chez nous,
c'est en projet, c'est en cours, mais il faut encore beaucoup de gens qui passent à vélo pour que ça marche. Donc en gros, les retombées du tourisme fluvial et les retombées de tout ce qui peut se greffer autour sont vraiment plus importantes. Alors, très rapidement, les grandes étapes pour une mise en tourisme du bord à canal, il y a de l'aménagement, des équipements et des services, et seulement après, on promeut. Alors, quelques notions d'aménagement, même si ce n'est pas notre cœur de métier à nous, Agence et Tourisme, quand on aménage une véloroute, on suit un schéma. Ce schéma est dicté par l'Europe, l'État, et aussi la région, et le département. En gros, ces 4 schémas convergent et fournissent un peu une carte à peu près similaire. On a ces 3 itinéraires qui sont prioritaires. Ensuite, on fait un diagnostic, et puis on définit les tracés et un certain nombre de défis à relever. Les usagers, les pêcheurs, en ce moment, il y a un audit qui est fait auprès des pêcheurs pour savoir quelles sont leurs pratiques, pour pouvoir leur aménager des accès vraiment pour la V52 qui va bientôt être aménagée. En matière de revêtement, là non plus c'est pas mon cœur de métier, mais voilà un petit peu ce que donne, c'est une typologie, il y a 4 types de revêtements en gros, selon Vélo et Territoire, mais on a des revêtements à liant bitumineux, ce sont globalement les plus coûteux à l'achat, mais les plus durables, et ceux sur lesquels on circule le mieux. Et ensuite, on a les liants hydrauliques, les liants de synthèse, et enfin, les revêtements sans liant, les sols stabilisés, qui sont les moins coûteux à l'achat, mais les plus coûteux en entretien, étant donné leur dégradation plus rapide. Oui, alors c'est une catégorie de revêtements sans liant. On a les compactés, les stabilisés. Voilà. Puis entre deux, il y a tout un tas de catégories novatrices qu'on va essayer que le département, c'est pas nous qui aménageons, mais c'est le département de l'Aisne, qui va essayer d'exploiter et d'essayer, d'expérimenter. Après, quand on a développé la véloroute, elle ne sert à rien. Grosso modo, elle ne sert à rien s'il n'y a pas des services pour accueillir les vélos. Sinon, le touriste à vélo, soit il ne viendra pas, soit il passera son chemin. C'est-à-dire qu'il passera et il ne s'arrêtera pas. Donc en gros, on développe des services. On va s'appuyer pour ça sur le label Accueil Vélo, qui est en fait une marque en laquelle on a confiance. C'est un label national. Pourquoi on lui fait confiance? Parce que les touristes à vélo connaissent cette marque. Ils ont, quand ils font leur préparation de voyage, ils recherchent des services qui vont, un stationnement sécurisé, la protection de leur vélo, le moyen de l'attacher. Et tout cela, le label le propose. Et donc on a commencé à labelliser des hébergements, des restaurants, des lieux de visite, des loueurs, le long des véloroutes. Donc la carte que vous avez vue tout à l'heure, l'Eurovélo 3, la Véloroute 30 et la V52 qui n'existe pas encore, il n'y a pas encore de label. Dans les équipements, il y en a de toutes sortes, il y en a même de 13 sortes différentes. Tous ces équipements-là, le long d'une véloroute, doivent jalonner le parcours du visiteur parce qu'il en a besoin. Que ce soit des tables de pique-nique, des stationnements vélo, des points d'eau potable, j'en passe. Et en gros, ça permet de créer soit des aires de service, soit des haltes repos. Les aires de service, c'est tous les 20 à 30 km et les haltes repos, tous les 10 km environ. Ça, c'est la théorie. Bien sûr, ces distances varient selon qu'on est en ville, où il y a plus de flux, ou en pleine campagne, on va peut-être un petit peu étaler les services. Voilà, voilà. Et ensuite, il y a la promotion. Alors cette promotion, elle se fait encore après. Quand on a créé la véloroute, quand on a créé des équipements et des services, on va réfléchir maintenant à attirer du monde, à augmenter la fréquentation. Pour ça, on prend l'ensemble des usagers, dont j'ai parlé tout à l'heure, tous les usagers de les véloroutes, et on va décider de travailler sur des cibles prioritaires. On ne peut pas plaire à tout le monde. Il ne s'agit pas d'attirer à la fois des vacanciers, des sportifs. Non, il y en a forcément qui seront lésés dans le lot. Mais l'idée, c'est de choisir des cibles. Par exemple, les familles franciliennes, c'est un appel du pied, mais ici, forcément, vous avez cet atout-là à Chauny. Peut-être qu'en tirage avec Stevenson, on va travailler sur la cible anglo-saxonne. Et du coup, en choisissant la cible anglo-saxonne, on ne prendra pas les autres, parce qu'on n'a pas les moyens. L'idée, c'est de faire des choix. Choisir, c'est renoncer. Et on va accompagner cette cible dans sa préparation de voyage, sur le parcours et après son voyage. Tout cela se prépare et s'organise. C'est important. Qu'est-ce qu'il fait après son voyage? Il partage ses photos sur Instagram, le touriste à vélo.
Donc ça, c'est important d'être sur Instagram pour pouvoir recevoir ces photos et les utiliser pour que un maximum de gens reviennent sur l'itinéraire. Ce qu'on apprend avec le touriste à vélo, c'est qu'il fait une grosse préparation de son voyage. Il va sur Internet se documenter. Il va même imprimer des documents, ce qui ne se faisait plus vraiment avec d'autres formes de tourisme. Il va vraiment se documenter. Et donc, c'est important d'avoir un maximum d'infos en ligne. Et puis, autre chose qui est intéressante, avec le touriste à vélo, on voit le retour des topoguides. Les topoguides, c'était un peu passé en désuétude, les topoguides de randonnée, ça ne se vend plus concrètement. Et c'est amusant parce qu'on assiste au renouveau des topoguides avec les touristes à vélo. Puis il y a des cartes papier, et puis des salons qu'on avait abandonnés, sur lesquels on revient, parce qu'on sait qu'on va attirer des touristes à vélo. Voilà, et puis maintenant, pour terminer, quelques réalisations qui sont déjà faites. Alors, ou en cours, ici c'est en cours, c'est l'étude qu'on réalise sur les maisons éclusières. Voilà toutes les maisons éclusières qui sont concernées. Ce sont des études qu'on livre aux 3 territoires, Cœur de Picard, syndicat mixte du Pays Picard, je ne me trompe pas dans la formulation, le syndicat mixte du Pays de Thiérache et le futur PETR du Saint-Quentinois. Voilà. Donc ici, on est en train de livrer ces études, et ces études elles vont donner une idée très précise de la réaffectation qu'il conviendrait de faire. Autre réalisation, on est toujours là, on est dans les services et équipements. On est en train de faire en ce moment même, c'est la venue d'un monsieur qui travaille pour Google et qui va mettre en image toute la véloroute. Parce que quand vous êtes sur Google Street View, pour ceux qui connaissent, le petit bonhomme orange, que vous le passez sur la voie verte, et en plus forte raison en bord de canal, ça ne fonctionne pas, pour la bonne raison que la voiture de Google n'a pas le droit d'aller sur le canal. Mais là, on a un monsieur qui est sur un vélo, qui a les équipements, tout ce qu'il faut pour pouvoir prendre en image les 200 km de véloroute et de chemins adjacents qu'on va lui faire prendre en image. Et donc, il est en train d'œuvrer en ce moment même, il va numériser tout, et au passage, il va reprendre en photo des sites qui ont été pris en photo par des visiteurs lambda, mais dont les photos sont moches. Voilà. Lui, il prend les photos moches, il a la main, il les enlève et il met les belles photos. Évidemment, comme on le paye pour faire ça, on lui dit d'y aller par beau temps, hein, pour ne rien gâcher, donc ce seront des belles images. Ce Street View, je ne sais pas si vous avez vu chez vous, si c'est pris par temps de neige ou par mauvais temps, c'est pas beau à voir, ça donne pas envie. Lui, il ira que par beau temps. Voilà. Ce sera accessible sur Street View aussi. Ah, ce sera absolument. Tout son travail, c'est des datas. Pour vous donner une idée, tous les 10 minutes, il doit changer sa batterie. Et donc, c'est des datas tellement énormes que le département pourrait les enregistrer, mais nous, par exemple, en tourisme, on n'a pas les serveurs suffisants. Donc, ça va être mis en ligne directement sur Google. Donc, c'est en cours. Voilà. Et c'est sur le département de l'Aisne. Tu peux revenir sur la question. Alors, voilà, ce monsieur-là, il vient de parcourir toute l'Oise. Il a fait l'avenue Verte et Bleue, et puis, l'avenue, la VLT, et puis là, il a fait la Scandibérique. Maintenant, ce qu'on lui dit, c'est de reprendre à Kierzy, et de faire la Scandibérique, donc 115 km, 110 km. La véloroute Stevenson, il va y aller autant que possible. La véloroute 30 qui passe aussi à Chauny et la voie verte Jolélette donc. Et puis on lui a dit de faire toutes les petites routes adjacentes, les petites routes qu'on indique déjà aux touristes à vélo pour faire des retours par d'autres chemins. Vous voyez, par exemple, des petites routes sans fréquentation, mais du coup que Google avait oublié. On est allé voir tout ce qu'ils avaient oublié, et on lui a dit bah, tu feras ça, tu feras ça, tu feras ça. Il n'y a pas forcément d'aménagement cyclable. Non, pas forcément. Il ne fera pas le chemin de la sur le canal de 50. Non. Non, c'est malheureusement pas prévu. Fait parce qu'on n'est pas en... Mais on le fera revenir. Parce que là, il faut un autre. Et du coup, non, parce que tout simplement, c'est à cause de cette convention de superposition d'affectation qui n'existe pas encore. Avec la convention, on peut inciter les gens à aller sur une vélo. Sans convention, on ne peut pas préconiser. Voilà. Par contre, demain, pas de problème, la véloroute qui longe déjà le canal de Saint-Quentin jusqu'au tunnel du Nord,
on fait revenir le gars. Hein. C'est forfaitisé de toute façon, donc c'est au kilomètre qu'il travaille. Donc, non, mais par contre, je sais que c'est en cours parce qu'on a déjà une coopération avec l'Oise. On le paye avec l'Oise, en fait, ce monsieur. Ah, Comme quoi, il n'y a pas de frontière. Tu peux y aller. Il n'y a pas de frontière quand on parle de vélo. Les touristes à vélo, ils ne tiennent pas compte des frontières administratives, donc il faut vraiment en tenir compte. On a fait un kit d'accueil pour les hébergeurs, pour accueillir mieux les clientèles allemandes, avec quelques mots de base pour mieux les accueillir. Donc tu peux y aller. Voilà, ça c'est encore un service qu'on a développé. Ces fameux panneaux que vous avez peut-être vus, qui ont été développés par le département avec notre aide. Donc ce sont des panneaux de différentes sortes qui permettent, lorsqu'on est à vélo, de découvrir, de comprendre le territoire, le paysage qu'on voit lors de notre voyage à vélo. C'est important parce que jusqu'alors, il n'y en avait pas beaucoup, si ce n'est en tirage. Mais là, on a augmenté le nombre de panneaux considérablement, donc il y en a 83, pour que vraiment, il y ait une compréhension du territoire, une envie peut-être de revenir, en l'ayant compris. Ce ne sont pas des panneaux d'orientation, ce sont des panneaux de thématisation, d'interprétation. Où on va s'amuser à comparer la carte postale d'antan avec l'image d'aujourd'hui. Et donc, on a différents thèmes de représentation, et les panneaux jaunes sont spécifiquement développés pour la thématique Stevenson. Il y en a 15, ça correspond aux 15 grandes étapes de Stevenson dans l'Aisne. Et chacune a l'honneur d'un panneau. Ici, à Mouilly-de-l'Aisne, l'étape du Mouton d'Or, où il va déjeuner à cette terrasse, au bar qui s'appelle maintenant Le Viclos, mais qui est un redressement, enfin il y a une liquidation judiciaire, donc à vos porte-monnaies si ça vous intéresse, parce que demain il peut y avoir des retombées sur ce bar qui ne s'arrêteront pas aux habitants et aux alentours de Mouilly-de-l'Aisne. Juste pour info, l'exposition sur Stevenson, elle sera exposée à Géodomia au 2e semestre 2022. Je me souviens plus des dates, mais je vous dis, elle sera exposée dans nos murs et on peut la prêter aux collectivités, aux communes qui le souhaitent. Ça donne toujours petite info en plus pour les communes. Voilà, alors bien sûr, je ne peux pas terminer cette présentation sans parler de Stevenson. Si Stevenson nous intéresse, il y a eu son périple. Oui, mais Stevenson, c'est aussi parce qu'il est connu dans le monde entier. Il est connu de tous les lecteurs, même les plus jeunes. Et on a fait une petite étude de notoriété sur Google, tout simplement, Google Trends, où on compare la notoriété de ses contemporains. Stevenson est plus connu que Jules Verne, que Tolkien, que Houellebecq, que John Brown. Mais ça vous donne une idée de son niveau de notoriété dans le monde entier. Et voilà pourquoi ça nous intéresse, parce que demain, les touristes, quand ils voudront faire l'itinéraire de Stevenson, ils ne le feront pas en canoë. Enfin, ils le feront, mais 1% d'entre eux le feront en canoë, bien sûr, parce qu'on n'a pas non plus 36 clubs qui sont capables d'accueillir. Bien sûr qu'ils le feront à vélo. Ils ne le feront pas autrement. C'est pour ça qu'en 2012, on a acquis cette marque, on a bloqué cette marque sous 4 noms différents, en anglais, en français, qu'on va mettre à disposition de tous les opérateurs qui demain travailleront sur cette véloroute, qui n'existe pas encore, mais qui est en projet sur le territoire, en particulier le long du canal de la Sambre-Aloise, et qui demain, on a de grands espoirs en cette véloroute, avec la com de com Tirage Sambre-Aloise a signé pour son aménagement, donc la com de com prend la main, ce ne sera pas le département qui l'aménagera, ou ce sera le département mais en sous-traitant. Et puis côté nord, elle est déjà bien aménagée, quelques petits points noirs à résoudre, mais on a vraiment là une pépite. Oui, il y a ces fameux carnets de route. Je commence par la fin parce que c'est ce qu'on a développé en 2014. C'est en ligne sur randonnée.fr. C'était déjà pour attirer des touristes à vélo. Voilà. Oui, une question. Oui. Aujourd'hui, tous ces projets-là, il y a l'accord national au niveau de VNF. Ils sont d'accord sur tout. Alors, en fait, VNF, c'est des interlocuteurs précieux parce qu'en fait, je ne vais pas parler en langue de bois, lorsque vous faites une véloroute le long de la Marne, vous avez 1000 expropriations à faire, 1000 propriétaires privés. Quand vous faites une véloroute le long du canal de l'Oise à l'Aisne, vous n'en avez qu'un seul.
Alors, sans doute qu'il y a des négociations à faire, c'est évident, puisqu'ils ne vont pas lâcher comme ça des siècles d'histoire, mais c'est tellement plus facile. Ensuite, eh bien, ces fameuses conventions de superposition d'affectation qui font que nous serons locataires, ils restent propriétaires, et nous autoriser à envoyer les gens dessus. C'est la clé, c'est cette convention. Et dans les conventions, il n'y en a pas une pareille, hein, il n'y en a pas deux pareilles. En gros, elles disent toutes des choses différentes, c'est en fonction de la négociation qui a été faite, mais en général, elles parlent d'entretien des berges, de maintien des berges, peut-être des algues, mais ça, j'en suis pas sûr, parce que nous, le fait qu'il y ait des algues ou pas, je suis désolé, mais ça nous intéresse moins. Par contre, ce qui est important pour nous, c'est que le canal, il survive. C'est-à-dire que la navigation, elle représente, pour les touristes à vélo, un paysage, une aménité, et cette attraction, on a envie de voir le bateau passer. Par contre, votre cheminement concerne qu'un côté, qu'une berge. Oui, qu'est-ce qu'on fait de l'autre? Alors l'autre, soit la convention en parle, ça peut arriver. À Saint-Quentin, vous avez 2 bords aménagés. Et c'est pas Saint-Quentin n'est pas un cas isolé. À Virino-Reuil, vous avez vous avez 2 bords aménagés. L'autre bord, nous on a besoin que d'un bord. Enfin, je vais vous dire que et il est nécessaire. Oui, mais il est nécessaire pour, par exemple, les pêcheurs, qui sont d'autres utilisateurs. Ils peuvent pas y aller. Alors, bien sûr que dans un cas comme la Marne, où on n'aménage qu'un côté, ils peuvent absolument y aller, c'est prévu. Il y a des aménagements pour qu'ils aillent de l'autre côté. On ne va pas les déplacer à 10 km. S'il est habitué à venir là, il n'aura qu'à changer de rive si jamais la véloroute passe du mauvais côté. On sert que d'un côté de terre. Vous avez les pêcheurs, vous avez d'autres qui passent en vélo. Vous avez pêché? Vous savez pêcher? Non, je ne pêche pas, moi. Il y a un Roubaisien là, qui m'a dit qu'il pêche à la Roubaisienne. Donc on déboîte, on enlève ses bords. Ouais. Et au moment où le mec il en boîte et l'autre il roule en vélo, c'est une source de conflit. C'est pour ça qu'on ne verra pas un pêcheur sur le même bord. Voilà. Dans les conventions d'aujourd'hui, on ne voit pas un pêcheur sur le même bord que Maintenant, si vous en voyez, c'est que ce sont des conventions plus anciennes, mais elles vont être sur un point du Oui, on a le cas de figure à Virino-Reuil, à 2 km d'ici. Eh bien, on change de côté. Donc VNF garde son droit d'utiliser le bord à canal à des fins industrielles. Du coup, notre voirie départementale est obligée d'aménager l'autre côté. Voilà. Mais c'est provisoire, c'est-à-dire que c'est pour 10 ans qu'ils vont l'utiliser, et demain, on aura les 2 bords, c'est pas plus mal. Mais pour le moment, on change de côté. On est obligé. L'État, les schémas nous imposent d'avoir une continuité. Du coup, c'est bien. Voilà, et puis tu peux terminer. Voilà, je pense que c'est... Je voulais quand même pas quitter sans vous montrer ça. C'est la Scandibérique, c'est le site internet dédié à la Scandibérique, scandibérique.fr. C'est un premier outil de promotion. Et cette photo-là, vous reconnaîtrez sans doute, j'espère, a été sélectionnée pour figurer sur les affiches officielles de la Scandibérique. Donc parmi 19 départements quand même. Scandibérique, c'est son nom français. C'est pas très sexy, je vous l'accorde. On s'y retrouve, mais bon, plus ou moins. Mais nous, on aurait aimé l'appeler la route des pèlerins. C'était d'ailleurs ce qui était prévu. C'est son nom international. Elle s'appelle Pilgrim's Route. Mais le vote en a voulu autrement. On est parti sur un autre nom. Mais sinon, voilà, grosso modo, c'est la partie française de la Pilgrim's Route. Donc, pour la mesure de fréquentation des écluses, on les a toutes à l'unité près, évidemment. Oui, et c'est ce qui nous permet de dire aujourd'hui et d'ailleurs, VNF a évolué aussi dans sa position. Il y a 20 ans, ça aurait été le tout navigable. Aujourd'hui, c'est les premiers à parler de tourisme fluvial. Ah oui, bien sûr. C'est la preuve qu'il y a vraiment un changement une évolution, une prise de conscience. Sur le plan national? Oui. Et à la réunion à Saint-Quentin, où nous avons participé ensemble, le monsieur de VNF était le premier à dire convention et c'est parti. Il était le premier. Hein. Parce qu'il y a encore 3 ans, il y avait parfois des réticences dans ce genre de réunion. Oui, mais qu'est-ce qu'on va mettre? Convention, ou autorisation, code, tout ça c'est complexe.
Là maintenant c'est plus simple. Sur le plan national, combien de kilomètres de véloroute? Oula, vous me posez une colle. Je crois que c'est... Je ne veux pas dire de bêtises. Je pense qu'on est à quelque chose comme 20 000 km. Et l'État s'est fixé un objectif très ambitieux. Très ambitieux, qui ne sera peut-être pas atteint, mais qui au moins nous donne une ligne, un objectif. Après, l'État fixe un schéma, mais c'est quand même, il faut le savoir, les collectivités locales qui payent l'aménagement. C'est le département, principalement, et au second plan, les EPCI quand le département ne peut pas y aller. Ouais, parce que là, moi je vois sur le plan en navigation, moi qui navigue beaucoup, on est quand même bien achalandé au niveau déjà canaux, etc. Et plus les véloroutes en même temps. C'est énorme. Je trouve que c'est très bien agencé, qu'on est bien reçu, voilà, il faut bien défendre un peu tous les créneaux. Quoi. Là où il y a un canal, c'est là qu'il faut passer. Parce que ça plaît aux gens de s'approcher de l'eau. Alors, il ne faudrait pas que le canal soit trop linéaire et trop entouré de plaine. Par exemple, je ne vous dirais pas ça du grand canal en cours d'aménagement qui sera peut-être moins agréable. Mais les nôtres sont très agréables parce qu'ils ne sont pas très larges et traversent des vallées un peu en creux. Et ça, c'est super. Donc, là, il n'y a pas de question à se poser. Tous les canaux ne se valent pas. Ça, c'est clair. Je remercie le bureau de m'avoir confié cette tâche formidable d'ailleurs. Donc, oui, Lactance, c'est l'activité chaunoise du tourisme et de l'activité nautique. Donc, la déclaration de Lactance, c'est en 91 en préfecture, donc ça remonte déjà à quelques années, ça fait plus de 30 ans. Et c'est au départ quelques propriétaires qui sont passionnés de pêche au maquereau, qui ont des petits bateaux qui font quin, formaon et tout ça. Et on a la chance d'habiter Chauny. Et Chauny, il y a bien longtemps, était un port important pour les bateaux professionnels de l'époque. Hein. C'est pour ça que on vous a fait un petit exposé de ce que les anciens mariniers qu'il y avait ici au niveau de notre association nous ont laissé. On pourra en parler un petit peu après. Et sinon, notre association s'est installée dans la halte fluviale de Chauny. La halte fluviale de Chauny, ça veut dire que le bâtiment qui est à côté de l'endroit où vous avez pris le café, il y avait les petits trains qui tiraient les péniches à l'époque quand j'étais plus jeune. Parce que, pardon ? Ce qu'on appelait les tacos. Oui, les tacos. Eh bien, ils étaient là parce que les péniches n'étaient pas motorisées à l'époque. Donc, ils étaient tirés par les tacos. Et si on a le temps, le président vous emmènera dans ce hangar où on tient à garder les rails de l'époque. C'est-à-dire qu'il faut refaire la date. Non, on voudrait bien garder les rails de l'époque où il y avait les tacos à l'époque. Donc, on en arrive à l'association dont les dates importantes. Et bien, c'est le 11 octobre 1996 avec l'inauguration de la halte fluviale, puisque ça va être la ligne rouge de mon intervention. Ça n'est pas un port ici à Chauny, c'est une halte fluviale. C'est-à-dire que l'objectif de notre association, c'est surtout d'accueillir les bateaux qui sont de passage. Donc, pour information, avant la fermeture de la Sambre, qui a eu lieu en 2005, notre record, c'est 474 bateaux pour une année. Pour vous situer un petit peu l'importance de passage du fait de notre implantation géographique. À l'époque, quand la Sambre était encore ouverte, on passait là directement. Il y avait Saint-Quentin, bien sûr. Hein. Par contre, dès que la Sambre a été fermée, ça a été plus compliqué. Et puis, l'histoire de la navigation commerciale de Chauny a subi entre guillemets, l'ouverture du canal du Nord au milieu des années 60, ce qui fait que nous avions un certain nombre de bateaux importants avec un port, avec un atelier de réparation pour les péniches, qui était ici à l'époque. J'ai bien connu M. Gaillot, qui était le capitaine du port de Chauny à l'époque. Eh bien, forcément, les bateaux sont passés dans le canal du Nord, et nous, ici, il y a eu une très grande baisse de passage des péniches commerciales ici à Chauny. Et nous, on est arrivés, et du fait de l'inauguration de cette halte fluviale en 1996, les quelques amis qui avons créé en 1991, donc avec le président de l'époque, l'association de Lactan, eh bien, on a commencé à se rapprocher parce que bon, quand on a un bateau
quand on est en vacances en Bretagne ou à Caen ou à Fort-Mahon, mais quand on revient, où est-ce qu'on met le bateau? Et on est arrivé sur le site comme ça. C'est-à-dire que le hangar nous a servi à placer nos bateaux l'hiver, c'était quand même bien pratique. Et puis en même temps, les activités de l'association ont démarré. Et en 98, le 21 mai exactement, il y a eu l'inauguration de la capitainerie Jean-Baptiste Hubert, qui est né à Chauny et qui a fait les plans de la recouvrance. Vous avez la maquette de la recouvrance en bas dans l'entrée. Donc voilà un petit peu les grandes dates importantes de l'histoire de notre association. On a commencé nos activités. Finalement, les propriétaires du bateau ont continué l'été à aller à la pêche au maquereau, mais en même temps, on a démarré des activités ici, notamment en s'intéressant à ce que nous proposait la municipalité de Chauny. Parce que Chauny fait les fêtes de Rabelais, et donc depuis toujours dans notre ADN, on a tenu à participer aux activités chaunoises, autres que nautiques, qui n'ont rien à voir, le défilé des chars et tout ça. Vous en avez quelques exemples qui passent, par exemple, voilà un char à l'occasion des fêtes de Rabelais. En 2001, donc, nous avons été conviés au salon nautique, nous avons reçu l'encre d'argent. C'est-à-dire qu'au niveau des grandes instances, et notamment VNF, donc, VNF qui nous a consacré à l'époque, a reconnu que sur Chauny, nous avions une activité de passage intéressante, et ce qui fait que sur les cartes, nous apparaissons maintenant avec l'ensemble des services que nous proposons. Alors bien sûr, l'activité du tourisme nautique est ce qu'elle est. Le Covid a été une difficulté importante pour nous aussi, puisque on n'avait plus personne, on ne pouvait pas sortir, on ne pouvait pas naviguer. Depuis, on est reparti, et à la dernière Assemblée Générale, pour l'année qui vient de s'écouler, au moment où la navigation a recommencé, on a fait pas loin de 300 bateaux quand même. Et puis, on a eu la chance d'avoir une association avec une présidente belge qui est venue passer 2 jours chez nous pour fêter la réouverture de la Sambre. Et on était tous heureux de se retrouver à pouvoir renaviguer à nouveau. Donc, notre association, indépendamment du hangar, a beaucoup œuvré pour l'aménagement du port. Vous en avez quelques images qui passent. On a quand même complètement fait les quais nous-mêmes. C'est les diapos qui viennent de passer, les quais que vous avez en bas. Nous avions la chance à l'époque d'avoir un président qui pouvait nous proposer, de par ses activités professionnelles, un peu d'aide matérielle. Et puis on a aussi certaines de nos activités, le tracteur est encore en bas, où on emmenait nos adhérents avec ou sans bateau. Donc là, on est sur la côte Picarde, on part à la pêche. Bien sûr, on fait des activités d'association avec des repas. Mais bon, ça représente un petit peu les années. Donc c'est notre géant, ça aussi, puisqu'on a un de nos adhérents qui connaissait une personne qui faisait partie de l'association dunkerquoise des géants. Et on a eu à l'époque l'idée de créer René le marinier, puisque la personne qui était au départ se prénommait René, et on a le géant qui est démonté bien sûr, et qui sert pour les activités, pour le marché de Noël, là qui va servir pour les fêtes de Rabelais. Donc ça c'était le bateau de nos amis qui étaient des mariniers en retraite. Enfin bref, nous avons une association qui fonctionne bien, qui a des installations, qui a du passage, qui repart avec la fin du Covid, avec du passage important. Notre président pourrait vous en dire un petit peu plus, puisque depuis quelques jours, il a accueilli quelques bateaux. Et puis, nous avons une ouverture internationale. C'est-à-dire qu'on a eu des Canadiens qui sont pas venus en bateau, hein, bien sûr, mais qui, par exemple, ont leur bateau qui est l'hiver au port de Cambrai, hop, ils passent chez nous, ils vont sur Paris, des Anglais beaucoup, des Hollandais beaucoup. Donc notre halte fluviale fonctionne bien, on a une bonne équipe. Apparemment, ce qu'en disent les usagers, ça a l'air plutôt favorable, on a un bon accueil, des bonnes installations. Donc on a une association où on a le sourire. Bien sûr, on est conscient de ce qui se passe au niveau des algues, au niveau des difficultés dont vous nous avez parlé depuis le début de cette réunion. Mais disons que à notre niveau, on ne fait pas que du bateau. Vous avez bien compris que nous avions aussi des activités
autres que le bateau qui sont ouvertes sur la ville de Chauny et puis le futur pôle touristique, parce que bon, monsieur l'adjoint a dû partir, mais vous parliez des maisons éclusières. Donc la maison éclusière qui est juste à côté a été achetée par la municipalité. Donc si on en revient au vélo, sachez que normalement les vélos devraient passer à l'extérieur, mais bon, il est convenu qu'on ouvre nos portes et les vélos passent là, et ils ont la possibilité de s'arrêter, d'aller aux toilettes, de prendre de l'eau, des choses comme ça. Donc, de par notre situation géographique, bientôt on va avoir en face le club de canoë-kayak qui va s'installer. Donc là, actuellement, notre actualité, je ne veux pas parler à la place du président, mais est en relance, puisque les bateaux commencent à revenir chez nous, et puis on s'inscrit tout naturellement dans le développement du pôle touristique de Chauny, qui est en train de bouillonner en ce moment. Et voilà ce que l'Actan a proposé à ses adhérents depuis plus de 30 ans, et ce qu'il est aujourd'hui. Donc on sent bien qu'il y a, les choses bougent, il y a du développement à venir. Donc nous, à notre niveau, avec le bureau, il est certain qu'on a beaucoup œuvré pour le développement de notre association, et particulièrement des bâtiments et tout ça. Donc il est certain qu'on veut bien s'inscrire dans une démarche de développement, mais on veut rester vivant aussi, je veux dire. Donc voilà un petit peu l'association qui vous a accueilli aujourd'hui. C'est une association où il y a des copains, où il y a du bonheur, il y a des bateaux. On est vraiment heureux d'être là, et on a toute une équipe qui est au boulot. On est en train de préparer les fêtes de Rabelais. Vous verrez si vous faites la visite dans le bâtiment, vous allez voir des calèches et des chars, parce qu'on ne fait pas que du bateau. Donc la prochaine fête de Rabelais, où il va y avoir un grand défilé, on va être en indien et en cow-boy. Donc on a fait une calèche de l'époque de l'Amérique. Donc voilà un petit peu notre association. Déjà, on a été heureux de vous accueillir aujourd'hui. Et puis voilà qui nous sommes. On est content d'être ensemble. Et puis on continue à développer et à accueillir les bateaux qui sont là de passage. Monsieur le Président, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Je veux bien, oui, parce que bon, après toi, il y a plus grand chose à dire. Toujours. Simplement, bravo quand même. Bravo. Déjà, je voulais vous remercier tous d'être venus, parce que ça nous a fait très plaisir de vous recevoir. Et ensuite, ben voilà, ils m'ont parlé de l'Actan. Moi, je suis nouveau président, il n'y a pas longtemps, octobre 2021. C'est l'homme de l'ombre, parce ouais. qu'on a rallumé pour vous. Là. Ouais, c'est bien. Donc, tout nouveau président, je succède au l'ancien président qui a œuvré pendant 20 ans ici, qui a fait des choses formidables. Et bon, il a changé, donc moi, ça fait 10 ans que je suis au club. J'étais trésorier, me l'a passé président. Voilà, puis l'avancement de l'Actan, c'est le tourisme, développer ce que déjà nous on sait faire. Il n'y a pas de secret. On anime les 2 manifestations, 3 manifestations. On fait une brocante au 15 août, bon, les fêtes de Rabelais, et ensuite le marché de Noël, qui dure pour nous 2 jours, parce que le samedi on fait moules frites, tout chapiteau, et le dimanche on fait choucroute. Avec la pandémie, mais quand ça marche bien, c'est 380 repas pour les 2 jours. Mais on fait tout nous-mêmes. Un projet de cuisinier, tout le monde se débrouille. Puis bon, il y a une bonne ambiance. On est 110 adhérents. Bon, un groupe de 35 qui œuvre toujours à peu près pareil. Un coup de téléphone et tout le monde vient. Ça se passe très très bien. Ensuite, la plaisance redémarre tout doucement. C'est compliqué depuis la pandémie. En 2020, on a eu 50 bateaux. 2021, on est monté à 115. Alors là, j'espère qu'on va... Autrement, on tourne à 280 bateaux à l'année. Plus les nuitées, parce que bateau, mais les gens restent plus longtemps. Des fois, ils restent 4 jours. Parce que nous, le principe, quand la personne vient chez nous, elle vient une semaine, le week-end, c'est gratuit. Si elle arrive le lundi, elle dit je pars le lundi d'après, les 2 jours, c'est gratuit. Ils ne payent que 5 jours. C'est un avantage qu'on leur donne. Tous les ports, ils font ça à peu près. Et voilà, chez nous, ils ont l'eau gratuitement. L'électricité aussi. Nous, ils arrivent selon la longueur du bateau.
il y a un tarif qui est mis en place. Et voilà, il s'installe. Et après, bon, bah, je vais vous faire voir, hein, il y a les douches, les toilettes, machine à laver, séchage. Et voilà. Voilà, c'est bon, bah, c'est du boulot, hein, parce qu'on est tous bénévoles. Mais compliqué d'avoir une secrétaire maintenant. Très compliqué avec les nouvelles lois. Je ne l'explique pas, on n'en a pas cette année encore. Donc bah, on fait le boulot nous-mêmes. Donc à tour de rôle, puis nos épouses, c'est mon épouse, bah, ils font le ménage, les sanitaires, les carreaux. Hier ils ont fait les carreaux, ils ont mis des bâches noires. On t'a fait les carreaux. C'est vrai, mais bon c'est tout. Non, non, je veux dire que heureusement qu'elles sont là, parce que bon, ouais, dis bravo à eux, parce qu'il y a un boss. Le repas de Rabelais, elles ont fait toute la déco pour les tables. C'est-à-dire, elles ont tout ce qui représente cow-boy en miniature. Ils ont travaillé comme les costumes. Ils font. Bon, moi, ils n'ont pas trouvé la taille, donc je les fais tout fait. Ça, c'est tout. Hein. Voilà, non, mais elle travaille très bien, tout le monde. Notre vice-président, hein, qui est derrière vous aussi, il travaille très bien. C'est un vrai plaisancier, hein, il y a un bateau et tout. Voilà. Puis je vous ferai voir, on a acquis à nouveau un bateau. Donc c'est un bateau qu'on met à la disposition des gens qui ont le permis fluvial et qui sont adhérents. Il faut prendre une adhésion, il faut 1 an d'adhésion chez nous, et après la personne peut partir avec le bateau. Une journée, 2 jours, ou la semaine, ou voilà. Un bateau qui peut accueillir 10 personnes. Qui peut accueillir 10 personnes. Oui, pour la journée, il peut accueillir 10 personnes, le bateau. Donc il est équipé, hein, il y a 2 douches, il y a des toilettes, il y a tout. Je vous ferai voir, je vais vous faire voir où il est. Bon, bah, c'est à peu près tout. Hein, voilà l'actant. Refaire un petit rappel, juste des dates, les fêtes Rabelais, le bateau à l'Ascension. Les fêtes Rabelais démarrent le jeudi 26 mai. 26 mai, d'accord. 26 mai, le jeudi. Donc le jeudi après-midi, à partir de 14 h, on fait des tours de bateau aux gens qui ont envie de faire un tour de bateau. Donc on démarre ici au port et on va jusqu'à Bécourt, à la hauteur de Bécourt. Donc ça fait aller-retour, ça fait à peu près 6 km. Hein, voilà, ça c'est gratuit pour les enfants. Pour les adultes, je vais vous donner le prix, comme ça vous saurez. 2,50 €. C'est 2,50 €. C'est 2,50 €, voilà. N'hésitez pas à transmettre les informations à l'Office du tourisme pour qu'on puisse se faire relais de tout ça. Je vais vous voir après-midi. Ça marche. Pareil, Si vous êtes à côté de nous, alors j'irai vous rendre visite. Voilà, ensuite le vendredi, et ensuite il y a des crêpes aussi, l'après-midi avec une buvette. Voilà. Le vendredi, on fait notre repas le vendredi soir. Un repas qui est à 20 €, on fait nous-mêmes, donc ça sera du jambon, on fait cuire à la broche, parce qu'on a tout ce qu'il faut, accompagné d'un accompagnement de légumes et ainsi de suite. Le samedi, c'est l'inauguration des fêtes de Rabelais, place de la mairie. Donc là, on emmène notre géant, on va habiller notre René Marinier, là. Il fait 5,85 m d'eau. Hein. Et pour le monter, il faut 3 heures. 3 bonnes heures. C'est assez compliqué quand même, parce qu'il faut boulonner. Hein. Alors, comment? Il passe partout en hauteur. Ouais, il y a des endroits, on est perche et on lève les fils, ça arrive. C'est comme ça. René, il sait pas, lui. Hein. Donc, comment? C'est un géant porté ou non? Non, roulé. D'accord. On a des grosses roulettes, dedans il y a une barre, on se met à 2, 3, casier de bière en bas. C'est normal. C'est du carburant. Si le géant fait ça, on comprendra. C'est que ça consomme un géant. Qui tend, ouais. Pas qu'il y ait trop de vent. Et à la fin, vous chantez quand la mer monte, c'est ça? J'ai honte. Et ensuite, le dimanche, le samedi, c'est l'inauguration à 11 h. Et le dimanche, on fait le carnaval. Donc on démarre pas très loin d'ici, là, au rond-point, là. Et là, on a fanfare, il y a tous les... Donc nous, on a 30 mètres de défilé. Rien que pour vous? Ouais, rien que pour nous. Avec le géant, il faut de la place. Il y a le géant, il y a une diligence avec des chevaux. Comment est-ce qu'il y a un cabriolet. Carrosse. Il y a le tipi. Après, il y a une remorque avec un tipi, puis après, il y a les Indiens et les cow-boys, quoi. Ça fait le cortège à vous seul. Pas loin, ouais. Mais bon, il faut qu'on se fasse voir. Hein, donc, exactement. voilà. Et on met notre géant en tête. Voilà.
et ce qu'on fait. Et après, les occupations, juillet, août, juin. La brocante le 15 août. Puis la brocante le 15 août. Bon, l'Actan a un site internet, je rappelle, qui est Ouais. tenu à jour, faut le dire. Bien. Page Facebook, oui, il y a quelqu'un derrière la page Facebook en plus, bien sûr, voilà. On le fait faire par une personne qui nous fait ça. C'est très bien. C'est super bien. C'est à jour, c'est un peu, tu vois. Voilà, comme ça, on peut. Et pour les plaisanciers, c'est bien parce qu'ils savent, tout. Voilà, parce que les plaisanciers, quand ils arrivent, la première chose qu'ils demandent, quand ils ont navigué, c'est la machine à laver et ils veulent des poubelles. Voilà. Tout de suite. Et après, mais automatiquement, tout est ouvert pour eux. Il n'y a pas de souci. Du 1er janvier au 31 décembre, le port est ouvert. Voilà. Tout avec des bénévoles. Voilà. C'est du boulot, c'est beaucoup de boulot. Voilà.